Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute, de retour. Bonne année 2025 à tout le monde. Je souhaite les trois mêmes choses qu'à mon habitude, c'est-à-dire de la santé, d'apprendre des nouvelles choses et de faire de l'activité physique. Trois piliers pour vivre une vie heureuse. Donc, on reprend l'année en force aujourd'hui avec l'épisode 82. On va parler de comment améliorer son cardio. Donc, on essaie de répondre à cette question qui peut sembler toute simple, mais qui est si complexe avec multiples nuances. Et j'ai reçu pour une deuxième fois sur le podcast François Raymond, qui est kinésiologue, préparateur physique, travaille pour l'Institut national du sport du Québec et également un excellent vulgarisateur scientifique et lui-même animateur de son propre balado, La Quête. Je vous invite fortement d'ailleurs à découvrir son balado. Et on a vraiment fait une classe de maître sur le cardio, le VO2 max, les zones d'entraînement, la zone 1, la zone 2. Bref, toutes les nuances qu'il faut comprendre pour essayer de bien digérer la théorie de la science derrière l'amélioration des capacités cardiovasculaires d'un individu. Donc, en ce début d'année qui est souvent plein de résolutions pour plusieurs de vouloir reprendre l'activité physique, où il y a des gens qui se fixent des objectifs en lien avec leurs activités sportives, ça peut être un excellent épisode pour en apprendre davantage sur ces principes-là. Donc, sans plus attendre, je vous souhaite encore une fois une bonne année et un bon retour au podcast Parle-moi de santé avec ce prochain épisode sur le cardio avec François Raymond. Alors, on est parti avec François Raymond. Comment ça va? Salut, ça va toi? Ça va bien, j'allais dire comment ça va ce matin parce que je suis rodé à faire des épisodes de matin. Mais il y a un beau soleil. Exact, on a un beau soleil. Deuxième présence au podcast Parle-moi de santé. Merci encore de t'être déplacé. Je t'avais reçu, épisode 72, on avait fait une classe de maître sur la musculation. Tu sais, un petit épisode de 2 heures qu'on avait fait. Classique. Et j'ai eu l'idée de refaire un peu l'équivalent, pas nécessairement 2 heures, mais l'équivalent d'une classe de maître, mais cette fois-ci pour parler du cardio, du VO2 max. On va démystifier plein de choses en lien avec ça. Pour te présenter brièvement, tu es kinésiologue, préparateur physique. Si ma mémoire est bonne, tu as une maîtrise aussi dans le milieu. Et principalement, tu travailles encore à l'Institut national du sport du Québec avec des athlètes principalement de nature olympique. Et ta job, c'est d'utiliser la science, l'expérience clinique pour amener les gens à performer au plus haut niveau. Est-ce que ça résume bien? C'est tout bon, ça résume bien. Je veux aussi faire une mention aux athlètes paralympiques avec lesquels je travaille. Oui, absolument. Qui est quand même une dominante de ma carrière depuis plus d'une décennie. Ouais, d'ailleurs, tu reviens cet été des Jeux de Paris avec l'équipe. Exact. Fait que j'en récupère encore, puis on est au mois de novembre en ce moment. Ouais, c'est ça. Et tu es aussi animateur du podcast La Quête, un podcast de vulgarisation, surtout en lien avec les sciences de l'entraînement, entraînement physique, entraînement en musculation. Excellent épisode, en fait, excellent podcast que je recommande à tous d'ailleurs. Et aujourd'hui, on va tenter ensemble de répondre à la question très simple. Comment on fait pour améliorer notre cardio? Mais tu as dit, on a juste 2 heures. Oui, c'est ça. Pour répondre à la question, c'est pas de mince tâche. On va essayer d'être encore plus, bref aussi. Là. Probablement qu'on va tourner autour d'1 heure et quart, 1 heure et demie. La façon qu'on va procéder, on va d'abord définir les termes qui sont importants. Fait que, tu sais, quand on parle de cardio, qu'est-ce qu'on entend? On parle souvent de VO2 max, les seuils d'entraînement, les zones d'entraînement. Fait qu'on va définir tout ça. On va aussi regarder c'est quoi les facteurs qui influencent le cardio, les facteurs peut-être génétiques, comment l'âge peut influencer là-dessus, comment le moment de notre vie, tu sais, on avance en âge puis ça influence la capacité à améliorer ou non notre cardio. Et ensuite, on va plus parler dans la deuxième partie des principes d'entraînement. Fait que, tu sais, concrètement, comment on devrait organiser un entraînement pour améliorer notre cardio, notre VO2 max. Et le but de l'épisode, c'est vraiment d'outiller la population générale pour qu'ils soient capables de manœuvrer à travers ces concepts-là. Et les gens qui sont intéressés à améliorer leur cardio, bien, qui vont pouvoir en retirer bénéfice. Fantastique. Ça te tente? Allons-y. Excellent. Fait que lançons-nous dans le vif du sujet. Puis tu sais, je pense que je l'ai précisé indirectement, mais tu travailles avec des athlètes de haut niveau. Fait que tu sais, le but, c'est pas de donner les principes clés pour améliorer le 5% élite de la population. On s'intéresse vraiment à la population générale qui se tient en forme, qui aime l'entraînement, qui veut faire du sport et qui veut prendre soin de soi en améliorant son cardio, par exemple. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mêmes modalités qui vont amener un athlète à aller chercher les derniers 5% s'appuient sur les mêmes fondements que le 95% d'avant. Fait que les fondements de la pyramide les plus importants seront les mêmes. Tout à fait. Excellent. Ce qui est parfois d'ailleurs
un défi en sciences du sport, c'est qu'on est souvent à la recherche du petit changement de rien du top de la pyramide, mais parfois on s'éloigne de la base et du gros bon sens. Tu sais, est-ce qu'on dort assez? Est-ce qu'on mange suffisamment? Est-ce qu'on n'est pas trop stressé? Est-ce qu'on a des relations personnelles significatives? Tu sais, la grosse base reste toujours vraie dans notre aventure là, de performance. Absolument. Et ça, tu connais ma passion pour les parallèles avec mon métier, mais on pourrait faire les parallèles avec les gens qui essaient de régler des blessures et qui cherchent le étirement, le exercice, ouais, la sûr. petite chose, le petit supplément qui pourrait peut-être m'enlever mon mal de dos, alors que les blocs fondateurs de ce qu'on devrait faire pour régler une blessure sont relativement simples et rarement bien faits. Mm-hmm. Ceci dit, lançons-nous dans le vif du sujet. Ma première question, c'est quand on dit avoir un bon cardio, améliorer son cardio, qu'est-ce que ça veut dire, le cardio? Est-ce que c'est la même chose que le VO2 max? Peux-tu faire les nuances pour qu'on essaie de comprendre ça? Ouais. À mes yeux, le cardio et le VO2 max, c'est la même chose. C'est l'appellation classique, là, populaire, on va dire cardio, puis VO2 max, c'est plus le terme scientifique, à la fois dans la manière de l'évaluer et de l'entraîner. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un bon cardio, pratiquement, c'est pas être trop essoufflé, sentir qu'on est capable de répondre à une tâche de nature aérobie ou même juste physique, là, tu sais, genre déménager ou pelleter de la neige, tu sais, des tâches qui ont une composante musculaire et une composante aérobie à cause de la durée. Puis d'avoir un bon cardio, ben, c'est de sentir qu'on est capable d'accomplir ces tâches-là. Fait que pour moi, c'est interchangeable. Parfait. Après ça, le VO2 max, c'est quoi? C'est notre capacité à capter l'oxygène dans l'air ambiant, l'acheminer dans notre corps, en extraire l'énergie potentielle, puis après ça, de continuer nos activités d'une manière cyclique. Fait que c'est un grand cycle de l'oxygène et du CO2. Donc, ce qui rentre, c'est l'oxygène, ce qui sort, c'est le CO2. Puis c'est comme ça qu'on va l'entraîner en général. On va entraîner toutes les petites étapes de la chaîne pour augmenter le cardio. Donc, de façon simple, si on vise à avoir un bon cardio général, dans la façon populaire de le dire, la cible d'intérêt principal, c'est améliorer notre VO2 max. Exact. Et on va concrètement définir ce que c'est. Et en fait, plus on a un haut VO2 max, plus on pourrait dire que c'est synonyme d'avoir un bon cardio. Exact. Donc, de un, avant même de savoir comment on fait pour avoir un bon VO2 max, pourquoi vouloir avoir un haut VO2 max? C'est quoi les bénéfices autant généraux pour la santé que quand on parle de performance dans le sport? Les bénéfices sont immenses. En combinaison avec la force maximale, le VO2 max, c'est sûrement les deux plus grands prédicteurs de santé à long terme, de longévité et de qualité de vie. Là, je cherche le terme exact, là, mais tu as ta durée de vie utile, un peu comme une machine. Là, donc, les années de vie avec qualité. Avec qualité, exactement. L'inverse serait la morbidité. Oui, exact. Fait que donc, et aussi, ça a une valeur prédictive sur ta santé générale en termes là, de comorbidité, là, d'autres enjeux de santé. Et un des outcomes ou une des mesures d'évaluation qui est souvent mesurée en santé générale, c'est la fameuse toute cause de mort confondue. Et on sait que le VO2 max, plus il est élevé, plus ça réduit les chances de mourir de n'importe quelle maladie. Exactement. C'est une excellente cible pour une santé générale. Exact. Puis après ça, si on va un petit peu plus en détail sur pourquoi c'est intéressant, au-delà de l'aspect longévité santé, c'est que pour la performance, ça va dicter notre capacité à produire une quantité X d'énergie et de la maintenir dans le temps. Et en plus, lorsqu'on n'est pas en train de faire du sport, ça va aussi aider notre capacité de récupération, soit au sein là, d'une série d'entraînements, par exemple, qu'on fait une montée de marche rapide, on attend au palier avant d'en refaire une autre, quelque chose qui est comme intra-séance, mais aussi d'une séance à l'autre, meilleur est notre VO2 max, meilleure est notre capacité aérobie et théoriquement, meilleure sera notre récupération. Et finalement, à l'exercice, si on a une meilleure machine aérobie, mais on va épargner nos autres sources de carburant, l'aspect glycolytique, là, donc utiliser les sucres dans notre corps, le glycogène, par exemple, et ça va nous permettre de mettre plus d'emphase sur notre système qui va venir brûler les gras. Puis on va rentrer un petit peu dans les détails sur pourquoi ça compte, ces systèmes-là, lorsqu'on parle de VO2 max. Ouais. Donc, c'est quoi les facteurs qui les influencent, ces VO2 max-là? Tu sais, moi, j'ai des questions rapides que j'ai en tête. C'est, c'est quoi l'influence de l'âge? C'est quoi l'influence, par exemple, de la génétique? Évidemment, l'entraînement. Fait que veux-tu nous faire un petit topo, peut-être probablement les principaux facteurs qui sont le plus des vecteurs d'amélioration ou de non-amélioration du VO2 max? Totalement. Le plus grand prédicteur, on va dire, de ton VO2 max,
sans entraînement, c'est ton âge, effectivement. Donc, jusqu'à à peu près 25-30 ans, tu vas avoir une augmentation de ton VO2 max puis un plafonnement à comme ta maturation biologique. Puis après ça, sans entraînement, ça va recommencer à diminuer puis ça va ne que diminuer avec l'âge sans stimulation. Après ça, il y a moyen de changer la cinétique de cette courbe-là. Tu sais, on peut soit, via l'entraînement, faire augmenter le pic de notre VO2 max à vie, là, que ce soit à 17 ans si on a fait du sport d'endurance toute notre jeunesse ou à 54 ans si on a été sur le tard mais qu'on a cherché à augmenter notre VO2 max avec l'entraînement. 54, c'est peu probable, mais c'est possible que ça soit notre pic à vie, mais tout de même, donc on va juste retarder la diminution du VO2 max avec l'entraînement. Donc l'âge, c'est notre ennemi, au fond, pour la performance en ce qui concerne l'ampleur de notre VO2 max. Ensuite, il y a des facteurs génétiques sur énormément de systèmes. Si on pense que le VO2 max est dicté par 4 grands systèmes, le cœur, les poumons, la circulation sanguine et les muscles, ben chacune de ces microparticules-là de cette grande chaîne-là est influencée par des facteurs génétiques, donc à savoir quel sera notre pic de VO2 max sans entraînement et quelle sera notre réponse à l'entraînement pour augmenter notre VO2 max. Ça, c'est extrêmement variable. Souvent, on va classer les gens comme responders ou non-responders en anglais, donc les gens qui répondent bien à l'entraînement puis d'autres qui répondent moins bien. Ça aussi, c'est dicté par l'entraînement. Ça peut être, par la génétique, mais ça peut être aussi influencé par l'entraînement si tu as des entraînements qui sont alignés avec ton profil physiologique ou qui ne le sont pas. Quand on était hors d'onde, on parlait de ton ski de fond, tu sais, puis de ta propension à bien performer dans les tâches aérobies de par ta physionomie. Ben, les gens peuvent aussi analyser un peu quel genre d'activités avec lesquelles ils performent bien, puis trouver des styles d'entraînement qui vont matcher leur préférence naturelle. Donc, si je te suis bien, ça veut dire que techniquement, c'est pas tout le monde qui naît au monde avec chance égale d'être le meilleur marathonien, par exemple, de la même façon qu'au sens opposé, d'être le meilleur sprinter en haltérophilie ou sprinter. Fait qu'il y a du monde qui ont un peu une loterie d'accès, si on veut, à un potentiel de VO2 max un peu plus élevé. Veux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Totalement. C'est drôle que tu dises le mot loterie parce que dans le podcast avec La Quête, avec mon podcast, je l'avais comparé, le VO2 max, à un billet de loterie pour être champion du monde. Si tu as un haut VO2 max, puis on va définir c'est quoi un haut puis un bas VO2 max tantôt, j'en suis sûr, mais si tu as un haut VO2 max, ça te permet de te qualifier à la loterie pour devenir champion du monde d'une tâche d'aérobie, marathon, vélo, ski de fond, natation, peu importe. Mais si tu n'as pas un haut VO2 max, tu vas quand même pouvoir l'augmenter avec l'entraînement, mais tu ne pourras jamais compétitionner avec les meilleurs au monde si ton objectif, c'est bel et bien la meilleure performance possible. Donc, c'est comme une préqualification. Puis ensuite, il y a d'autres facteurs qui viennent influencer ta performance dans un sport d'endurance. C'est pas uniquement le VO2 max. Il y a des aspects d'endurance, il y a des aspects d'économie, donc à quel point tu dois fournir de l'énergie à la tâche pour maintenir ta performance dans le temps. Et ça aussi, c'est influencé à la fois par la génétique et par l'entraînement aussi. Donc, on a dit à date que autour de 25-30 ans, c'est comme tu tombes l'autre bord de la montagne. C'est le downhill point. Là. Donc, c'est souvent, j'imagine pour ça, qu'on voit que les athlètes les plus élites, en général, 25-30 ans, c'est souvent là où les meilleures performances sont. En endurance, exactement. Mais quand on regarde dans la population générale, c'est fréquent de voir des gens qui vont réussir à faire leur meilleur temps dans des sports d'endurance à 40-50 ans. Et là, la question que j'ai pour toi, c'est est-ce que c'est parce que le potentiel le plus élevé qu'on pourrait théoriquement atteindre serait probablement autour de 25-30 ans, mais que si des gens n'ont pas fait l'entraînement dans leur vie à ce moment-là pour l'atteindre, ils seraient capables d'atteindre leur potentiel maximal un peu plus tard, même s'ils ont un peu commencé à descendre la courbe de la montagne. Je pense aux gens qui vont se mettre au sport d'endurance beaucoup plus sur le tard, tu sais. Oui, tout à fait. Puis je souriais en t'écoutant parce que c'est à peu près l'hypothèse que j'ai aussi. Tu sais, il y a un aspect de périodisation au sport d'endurance. En général, pas juste comment tu structures ton entraînement, mais aussi la séquence des adaptations physiologiques que tu dois mettre en place pour avoir une bonne performance aérobie 10 ans plus tard, par exemple. Oui, exact. Il y a comme plein de petits blocs Lego qui s'embriquent l'un dans l'autre pour créer une performance optimale. Puis l'idéal, c'est que tu alignes les phénomènes biologiques en lien avec la maturation puis la croissance et le non-vieillissement, on va dire, et l'entraînement. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Des fois,
la vie a fait qu'on n'a pas pratiqué des sports d'endurance au moment où est-ce qu'on était dans notre pic de potentiel biologique, mais qu'on peut y venir sur le tard, puis on va créer cette séquence d'adaptation-là. Puis ce qui est intéressant avec le sport d'endurance, c'est que tu peux constater toi-même cette séquence-là dans le temps, même si tu vieillis. Donc, effectivement, que tu peux atteindre tes meilleures performances à toi, fin trentaine, fin quarantaine même. Puis c'est un peu hors sujet, mais ça a été montré que tout ce qui s'entraîne s'améliore jusqu'à un certain point, même quand tu es très, très vieux. Il y a moyen d'augmenter ton VO2 max dans ta 9e décennie de vie, ça a été montré. C'est pas parce que ça va descendre naturellement que tu peux pas le prévenir la descente ou même voir la remonter un petit peu. Ça demande un effort conséquent et ça dépend aussi de à quel point tu l'as entretenu dans les années antérieures. Ouais. Si tu as resté actif toute ta vie, il y a peu de chances que ça remonte. Ça va juste prévenir la descente. Mais tu as une autonomie, tu as une influence positive sur la plupart de tes déterminants santé, peu importe t'en es où dans ta vie. C'est comme un peu un message d'espoir que j'essaie de lancer. De ne pas être défaitiste par rapport à l'âge, mais de se dire, si on s'y met, on va s'améliorer. Ouais, puis dans le fond, il y a comme plusieurs niveaux. Les athlètes les plus élites qui ont fait de l'entraînement, mettons, qui ont été poussés la machine pour aller chercher ce potentiel maximum, probablement que eux, une fois qu'ils ont leurs 25, 30 ans, 35 ans, ils auront été réellement à leur meilleur. Exact. Et là, ils vont freiner le déclin progressivement. Les gens qui n'ont pas fait cet entraînement-là puis qui n'ont pas atteint ce potentiel-là, à peu près à n'importe quel âge, surtout dans la nouveauté de l'activité, le fait de s'entraîner va mener à des bénéfices qui, c'est toujours surprenant de voir jusqu'où on peut aller. Très bien dit. Et en même temps, vont continuer à freiner le déclin du potentiel maximal qui pourrait atteindre. C'est un peu ça l'intérêt ultime. Exact. Tu joues au jeu de la performance dans la vie, mais la game ultime que tu joues, c'est celle de l'être humain, puis de repousser la vieillesse et la perte de fonction le plus tard possible. C'est un peu le endgame de tout le monde. Les années avec une qualité de vie intéressante, c'est le plus d'années avec une qualité de vie, c'est ce qui nous intéresse. Exact. Puis ce que je trouve intéressant, dans des sports d'ultra-endurance, moi je fais de la trail, t'en fais aussi, on voit que les gens les plus performants ne sont pas les plus jeunes. Comment t'expliques ça? C'est un sport qui a évidemment, au-delà, le VO2 max n'est pas le facteur limitant pour ces gens-là, assurément. Fait que il y a l'aspect stratégique, il y a l'aspect nutritionnel, l'expérience. Fait que c'est aussi, il y a des limites à dire que le VO2 max est notre seul prédicteur de sport dans certains contextes. C'est en partie pourquoi je mettais l'emphase tantôt sur le fait que le VO2 max, c'était pas ta garantie de succès, c'était un facteur l'accès à la loterie. Important. Exactement. Il y a deux choses à suivre. Un, en trail, c'est aussi le sport dans lequel les femmes se rapprochent le plus possible, le plus des hommes en termes de performance. Plus c'est long, plus grand est la convergence des performances entre les deux sexes. Et l'autre chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que une des explications par rapport à la trail, c'est le niveau de VO2 max moyen demandé par la tâche. Si tu y vas pour 160 km, tu vas pas opérer à 92% de ton VO2 max parce que ça va juste être physiquement impossible de fournir une telle énergie. Exactement, c'est pas soutenable. Donc, ça te force à opérer à un pourcentage moyen de ton VO2 max qui est plutôt faible, toute chose gardée. Et donc, ça implique que c'est d'autres facteurs de performance qui vont venir soutenir la tâche, ton endurance, ta résilience, comment tu gères ton sommeil, comment tu gères ton alimentation, tu l'as bien dit, mais moins la tâche nous demande d'opérer à un haut pourcentage du VO2 max, moins grand est l'impératif de développer son VO2 max. Après ça, ça peut être intéressant pour soutenir la tâche d'avoir un VO2 max qui est très élevé parce qu'il va t'en coûter moins cher relativement parlant comparativement à quelqu'un d'autre qui a un moins bon VO2 max. Mais ça n'expliquera pas nécessairement ton résultat final en termes de positionnement sur ton classement général, par exemple. Je comprends. Versus le marathon qui nécessite un très haut pourcentage du VO2 max pendant la tâche qui sera de 2 à 3 heures selon 2 à 3 heures. Pour les coureurs les plus rapides, mettons, qui finissent dans la première heure des finishers, eux ont besoin d'un pourcentage de leur VO2 max plus élevé. Puis même là, au marathon, c'est quand même une longue tâche en termes de VO2 max. On va reposer beaucoup plus sur l'endurance que sur le VO2 max absolu. Où je veux en venir avec ça, c'est que l'intensité maximale que tu peux soutenir à VO2 max, c'est à peu près une durée limite de
4-5 minutes à peu près 7-8 minutes. Donc, si tu opères à VO2 max, t'en as pour environ cette période de temps-là pour soutenir la tâche avant de fatiguer, puis là, de devoir juste ralentir la dégradation de la performance. Il y a une relation puissance-durée qui est très connue et très, très inexorable. Mm-hmm. Donc, selon la puissance de travail qu'on veut développer, on est contraint d'avoir une certaine relation... Je cherche le mot, c'est comme un double S. Là. Ouais, qui descend. Là, exactement. Comme, mettons, c'est une descente rapide pour la première minute. Après ça, il y a un certain plafonnement pour comme les 10-20 premières minutes. Puis après ça, ça redescend vers l'infini. Là, ou en tout cas, l'asymptote de ta puissance critique. Et donc, des tâches de 4 à 8 minutes, c'est là où est-ce que le VO2 max serait maximalement stimulé. Donc, on parle de 3 km. Mm-hmm. En tout cas, ça dépend pour les élites et l'élites. Là, mettons, mais 1,5 à 3 km de course à pied pour le commun des mortels va se situer entre 4 à 8-9 minutes. Là, donc, il faut réussir à générer l'effort maximal pendant cette durée-là moyenne pour se dire qu'on est environ à un effort de VO2 max. Exactement. Puis là où je veux en venir avec la comparaison avec le marathon, c'est que si tu fais 2h30, mettons, ton marathon, c'est excellent, mais tu opères un pourcentage de ton VO2 max qui est nettement moins grand que quelqu'un qui fait un 4 minutes sur la piste en vélo, par exemple, parce que là, il est pratiquement en VO2 max pendant 4 minutes. Et ça, c'est indépendant du niveau de performance, dans le sens que quelqu'un qui fait son marathon en 2 heures versus en 3 heures, c'est la durée de l'effort qui va déterminer le pourcentage moyen de ton VO2 max que tu es capable d'avoir. Exactement. C'est pour ça que les gens qui font leur marathon en 2 heures, ils le font à un pourcentage plus élevé de leur VO2 max. Exactement. Et parce pour peut-être le même pourcentage, peut-être pour le même VO2 max que quelqu'un qui le fait en 3 heures avec juste un niveau d'endurance différent. Ouais. C'est là où est-ce qu'on joue sur les autres sous-composantes de la performance aérobie, pas juste le VO2 max, mais l'endurance, par exemple. OK, parfait. Maintenant qu'on a mis la base avec certaines définitions, concrètement, quand on dit opérer à VO2 max, le VO2 max, ça se mesure. Ouais. On a tendance à avoir un chiffre, les chiffres que les gens connaissent, 40, 50, 60, 70. Veux-tu nous en dire sur quand on mesure un VO2 max, ça se mesure en quelle unité de mesure? Ouais. Puis ensuite, on fera un peu un survol des façons de mesurer de façon objective la mesure du VO2 max. Parfait. Classiquement, le VO2 max est mesuré en litres d'oxygène par minute. Donc, lorsque tu fais un test de VO2 max dans un laboratoire, tu vas avoir un masque qui va analyser les échanges gazeux ou tu vas être dans une pièce qui le permet, mais c'est nettement plus souvent un masque. Et donc, tu vas recevoir un chiffre. Mettons qu'on va dire que c'est 6 litres par minute. Et là, le 40, le 50, le 60 que tu parlais, c'est parce qu'on vient le placer en mesure relative pour ton poids de corps. Oui, en kilogrammes. En kilogrammes, et aussi on va passer de litres à millilitres. OK. Donc, on va passer, mettons, de ton 6 litres par minute, on va le mettre en millilitres, donc ça va faire 6000 par exemple. Puis après ça, on va venir diviser ça par le poids de ton corps. Mettons 80 kilos, ça va donner, mettons, 48 millilitres par kilogramme par minute. Parce qu'on est parti de litres par minute, puis on finit en millilitres de kilogrammes de poids par minute. Et ça, concrètement, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que je suis capable d'utiliser, transporter X millilitres d'oxygène par minute, par kilogramme de poids corporel. C'est ça. Et en fonction de ce chiffre-là relatif, c'est souvent lui qu'on est plus habitué de parler, tu as un pronostic de performance et un pronostic santé. En fonction de ton âge, bien sûr. Ouais, exact. Donc, si tu es à 15 millilitres, c'est pas top de VO2 max et c'est probablement parce que tu es plutôt loin dans ta vie, alors que si tu as 88 millilitres, là, on commence à jaser. Fait qu'il y a une appréciation subjective de ce chiffre-là et la raison pour laquelle on le met en relatif, c'est pour pouvoir comparer les humains parce que c'est un peu comme ça que ça a de l'allure. Si, mettons, on avait quelqu'un qui mesurait 5 pieds 2 puis quelqu'un qui mesurait 6 pieds 4, mais évidemment que le volume d'oxygène qui peut être utilisé par la personne de 6 pieds 4 est nettement plus élevé que la personne de 5 pieds 2, mais en le ramenant au relatif, on peut comparer ces deux personnes-là dans une mesure qui est un petit peu plus transactionnelle, on va dire. Donc, la mesure standard que les gens connaissent, que ce soit la mesure, comme tu as dit, très basse de 15-20 ou un VO2 max très élevé, comme on a déjà vu mesurer à 90 chez des athlètes très, très, très élites. Tu sais quoi le plus haut mesuré? Oui, je sais, mais il y a des critiques de cette mesure-là, mais je pense que c'est 106 de mémoire. C'était sur un appareil portatif, donc déjà là, il y a fait qu'il y a des critiques, petit doute. Exact. Ça donne un estimé de... C'est ça, mais tu sais, on a vu plusieurs fois dans les 80... dans les débuts 90.
Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a été évaluée à 106, c'est un cycliste et il n'a jamais été professionnel. OK. Donc, ça peut montrer que deux choses à la fois, encore une fois, c'est pas le prédictif de performance, mais aussi, si tu as un si haut VO2 max, c'est peut-être parce que tu as une inefficacité ailleurs qui fait que ton système doit compenser avec une capacité aérobie si grande parce que peut-être qu'ailleurs dans la chaîne, il y a une certaine forme d'inefficacité. C'est un peu mon hypothèse personnelle et ce qui est un peu mentionné dans ces outliers-là. Pourquoi ils ont un VO2 si élevé? Puis souvent, ce que certains auteurs montrent, c'est qu'il y a comme une dichotomie entre l'efficacité gestuelle, ce qu'il en coûte à la personne pour opérer une certaine vitesse ou une certaine puissance, et son VO2 max. Fait que les gens qui ont un VO2 max un petit peu plus faible, mettons faible, genre 70, versus quelqu'un qui a 90, mais on remarque généralement que ceux qui sont à 70 ont une très bonne efficacité, puis ceux qui sont à 90 ont une moins bonne efficacité. Donc, il leur en coûte un petit peu plus cher, mais ils ont un plus grand réservoir, on va dire, puis les autres athlètes qui sont à 70 compensent avec cette relative performance qui est un petit peu plus faible, avec une efficacité qui est un petit peu plus grande, donc une meilleure économie. Je comprends. Ouais. Parce qu'en fait, dans la tâche sportive, en fait, le coût d'énergie, c'est l'oxygène. C'est ça le nerf de la guerre. Ouais. Donc, plus ton VO2 max est élevé, plus tu es capable d'être efficace avec ton oxygène ou d'en avoir beaucoup pour l'utiliser. Ouais. Mais c'est pas juste ça qui le détermine parce qu'il y a l'efficacité dans le sport, puis l'efficacité, c'est combien ça te coûte. Fait qu'à VO2 max égal, quelqu'un qui est plus efficace, mais ça lui coûte moins cher en oxygène, donc il pourrait mieux performer. Donc, c'est l'interrelation entre le VO2 max et l'efficacité gestuelle ou l'économie de la tâche. Exact. Puis, pourquoi ça compte, c'est que tu dois défrayer les prix de consommation d'oxygène, soit cash ou à crédit. Okay. Fait que tu peux payer cash avec ton VO2 max. Si tu en as dans tes poches, tu mets ça à la table, tu payes cash, tu continues. Si tu opères à un pourcentage trop élevé de ton VO2 max en fonction de la relation puissance-durée qu'on a parlé tantôt, tu peux venir patcher un peu en payant crédit avec des ressources en oxygène qui sont stockées dans ton corps, le glycogène musculaire par exemple, ou hépatique, mais c'est principalement musculaire, qui va venir compenser ou qui va venir faire un petit add-on, un petit top-up, là, je cherche le mot en français, là, mais un ajout additionnel pour venir défrayer la tâche. Mais là, il y a une durée maximum, ou en tout cas, il y a une puissance maximum de travail à ce système-là. Il y a une limite de crédit. Exactement. Puis à un moment donné, tu n'as plus de crédit, fait que tu es obligé de réduire ta puissance de travail. Et donc, c'est là où est-ce qu'il peut y avoir une différence de performance en lien avec l'économie, justement. T'sais. OK, je comprends. Donc, si je reviens à la comparaison entre les gens vont utiliser le chiffre, 15 à 20, on avait dit plus faible, 70, 80, 90 dans les élites. Ouais. Et donc, plus les gens sont élevés sur ce spectre-là, en fait, plus les gens sont considérés comme ayant un haut VO2 max et donc un bon cardio. Exact. Peux-tu nous donner juste un estimé de norme? C'est là que je m'en allais, exactement. Mettons, le moyen sédentaire adulte va être où? Le sportif amateur qui fait du sport d'endurance, il va être où? Puis, tu sais, quand est-ce qu'on commence à parler de sérieux chiffres de VO2 max élite? Oui. Tu sais, tout dépend de ton âge, évidemment, là, mais je te donne des références pour à peu près la population qui nous écoute, là, 30 à 50 ans à peu près. Là, fait que, mettons, à 30 ans, non sportif, tu vas être autour de 35, 45 à peu près, je dirais. Tu sais, t'es comme ballpark là. Après ça, si t'es actif, mais pas nécessairement entraîné, tu vas être mi-quarantaine. Dépasser 50, là, on commence à jaser pour quelqu'un de cette tranche d'âge-là. Puis après ça, tu sais, quelqu'un de très actif dans la soixantaine peut rivaliser avec quelqu'un de sédentaire dans la trentaine, je pense, assez facilement. Tu sais, mettons, la joke des gens actifs de 50-60 ans, c'est de préserver leur âge en VO2 max. En VO2 max, exactement. Fait que pour te donner une idée à peu près d'où le point de convergence se situe, c'est à peu près comme cinquantaine à peu près. Là. Où est-ce que si t'es très, très entraîné, à un moment donné, ça va te rattraper. Soixantaine si t'es chanceux. Là, tu veux dire cinquantaine, soixantaine d'années? Oui, d'années avec ton VO2 max. C'est où est-ce que là, ton âge va dépasser ton VO2 max. Ça ressemble à cette tranche d'âge-là, exact. OK, parfait. Puis quand t'es sédentaire,
une trentaine, 35 à peu près. Là, en termes de mesure de VO2 max. C'est ça. Parfait. Puis on le rappelle, la mesure la plus utilisée, comme les chiffres qu'on parle, c'est la mesure relative qui permet de comparer les gens ensemble. Puis relatif, c'est qu'on divise par le poids corporel des gens. Exact. Parfait. Fait que comment on mesure ça? Tu as parlé, il y a les tests les plus standardisés en laboratoire. On mesure avec les échanges gazeux parce que ça nous permet de collecter combien de litres, justement, de gaz sont utilisés par le corps. Qui a besoin de faire ça? C'est pertinent, mettons. Qui aurait un bénéfice à faire ces tests-là? Le podcast est présenté par Overview. C'est une plateforme en ligne pour les professionnels de la santé où tu peux t'abonner pour avoir accès en tout temps à une synthèse de tous les guides de pratique clinique en réadaptation musculo-squelettique. Donc, tu te demandes si une intervention serait recommandée ou non pour une patiente que tu as vue cette semaine. En quelques clics sur Overview, tu as réponse à ta question. C'est une ressource fiable, innovante dans le transfert de connaissances et ça permet d'avoir accès rapidement aux meilleures pratiques, chose que je valorise grandement personnellement comme physiothérapeute dans mon travail. En plus, Overview, c'est une entreprise menée par une jeune physiothérapeute inspirante ici même au Québec qui veut faciliter la vie des professionnels pour avoir une pratique basée sur les évidences scientifiques. Si tu veux une réduction de 10% sur l'abonnement individuel, tu peux utiliser le code SANTE10, S-A-N-T-E 10, et tu peux aller jeter un coup d'œil au site web d'Overview en cliquant sur le lien qui est dans la description de l'épisode du podcast. Ceux qui veulent améliorer leurs mesures. Si tu n'es pas dans la performance, je vois pas pourquoi vraiment tu voudrais faire ça, à moins que tu aies une grande curiosité sur ton système physiologique et que tu aies de l'argent. Mettons les gens qui sont geeks de stats, là, puis qui aiment les tests standardisés mais comme souvent, ça. ces gens-là vont aussi être athlètes en même temps, parce que sinon, pourquoi parler de ton VO2 max à part pour, mettons, savoir une petite idée de ta trajectoire de vie sur ta longévité? Bon, il y a peut-être des raisons biomédicales de le faire, mais c'est vraiment plus pour la performance. Et donc, comment c'est collecté? C'est comme on disait avec un masque, et on mesure les échanges gazeux. Et le protocole classique, c'est un protocole incrémenté maximal. Donc, on veut que la durée du test soit entre 12 à 18 minutes environ. Donc, il faut un peu savoir d'où est-ce qu'on part puis où est-ce qu'on va finir en tant qu'évaluateur pour choisir. Donc, il faut savoir un peu le profil d'athlète qu'on évalue. C'est pour ça qu'on est souvent axé sur la performance, parce qu'on a déjà une idée générale de ce qu'on fait au quotidien, puis on peut ajuster les paramètres du test si c'est notre première fois. Si c'est pas notre première fois, mais on peut se baser sur des résultats antérieurs, évidemment. Donc, je disais que c'est un test progressif maximal. Donc, on va partir à un état qui est relativement facile, avec un léger essoufflement, et on va avoir une incrémentation progressive infinie jusqu'à ce que tu atteignes l'intensité de la tâche en fonction de la durée, jusqu'à ce que tu atteignes l'échec et que tu doives réduire dramatiquement la puissance parce que tu as atteint l'épuisement. Et à ces moments-là, on va avoir des critères de maximalité pour déterminer si on peut se fier aux résultats collectés. Parce que peu importe ce qu'on fait, on va avoir une mesure de VO2 max. C'est juste, est-ce que c'est notre vraie mesure de VO2 max? Il faut l'interpréter après. C'est ça. Puis en fonction de l'interprétation, tu as certains sous-critères. Je pense pas que c'est pour les besoins de la conversation, on a besoin d'y venir, mais on peut déterminer avec un niveau de confiance relativement élevé si c'était un test qui a été arrêté pour des raisons de motivation ou pour des raisons physiologiques. Puis si c'est pour des critères physiologiques, ben là, on peut mettre plus de confiance dans la mesure et aller avec notre petite étiquette de faire 62 millilitres par kilogramme. Voilà. D'avoir le chiffre atteint. C'est ça. Et il y a des façons de l'estimer, le VO2 max, pour les gens qui se diraient, peut-être que moi, je peux faire un test de performance. Attends, avant, j'ouvre une parenthèse. Les tests standardisés, la majorité du temps, c'est sur tapis roulant à la course, sur vélo. Est-ce que toutes les façons de le mesurer sont équivalentes? La pertinence va changer, mais le rationnel va être le même. Ça va être une intensité progressive qui va t'amener à épuisement dans la spécificité de la tâche qui t'intéresse, mais ça va être en fonction de ce qui t'intéresse et de ton background sportif. Là où je veux en venir, c'est si t'es un coureur, tu vas tester à la course. Si t'es un cycliste, tu vas tester en vélo. Parce que oui, il y a une certaine forme de redondance, dans le sens c'est toujours le même système aérobie que il y a une transférabilité. C'est ça, il y a d'une tâche à l'autre, mais il y a aussi une notion de spécificité et d'unicité de la tâche, on va dire, où est-ce que tu as une efficacité qui s'installe avec l'expérience qui, elle, va influencer le palier que tu vas atteindre ou pas. Si, mettons, je te faisais faire un ergomètre de kayak, tu échouerait pour des raisons sûrement de fatigue musculaire bien avant d'atteindre ton plafond
respiratoire, par exemple. Le stress mécanique pourrait être le facteur limitant. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'on va tester dans la modalité d'intérêt et la modalité où est-ce que la personne a de l'expérience, idéalement. Donc, pour les gens qui veulent faire des estimations, il y a différents tests. Et la première chose à laquelle je pense, c'est tu nous as donné une durée de travail qui correspond au VO2 max. Fait que j'imagine qu'on pourrait essayer de se faire un effort quasi maximal dans ces durées-là et collecter des mesures pour en extrapoler la chose. Tout à fait. Fait que je pourrais juste faire oui à ça. Mais je vais te donner on passe au prochain point. Fait que je suis 100% d'accord. Mais pour ramener un petit peu plus de nuances, mettons que les trois grandes modalités classiques de l'aérobie, nage, vélo, course, il y a comme des classiques là, qu'on peut faire. Fait que mettons en vélo, 5 minutes, où est-ce qu'on a une bonne phase d'échauffement, puis après ça, on part le chrono, puis tu l'écrases pendant 5 minutes le mieux que tu peux, sachant que c'est ta puissance moyenne de travail qui nous intéresse. Fait que tu partes en lion puis que tu finisses en fourmi, on va juste prendre la moyenne versus si tu te pèses plutôt bien. C'est là où est-ce que les aspects d'expérience entrent en ligne de compte pour des tests plus terrain, parce qu'il faut que tu gères ton pacing d'effort en fonction de ce que tu connais puis de la durée. Fait que ça vient avec une certaine danse entre l'intensité et la durée. À la course à pied, pour la plupart des coureurs qui sont plutôt bon, 1,5 km, ça va te prendre à peu près 5 minutes. T'sais, si tu cours à 3,30 du kilo pendant 1,5 kg, t'en as à peu près pour ça 5 minutes, 6 peut-être selon ton niveau de performance. Donc ça, c'est une autre manière de le faire. Puis à la nage, même chose, il peut avoir une durée en fonction de ta vitesse de nage moyenne, où est-ce que tu essaies de couvrir X distance le plus vite possible, puis tu prends la vitesse associée là, à cette performance-là. Puis là, ça va te donner une manière de s'entraîner. Puis c'est un peu la raison pour laquelle on fait tous ces tests, c'est qu'on va prendre la mesure terrain, là, que ça soit des watts à vélo, de la vitesse de course à pied ou de la vitesse de nage. Puis après ça, on va prescrire l'entraînement en fonction de ça, basé sur les zones qu'on va explorer tantôt. Fait que je voulais juste faire ce pont-là entre le test. C'est bien beau le test pour savoir si on est en forme, mais il y a aussi et surtout une composante d'entraînement associée à la mesure du VO2 max. Donc, si on prend la course comme l'exemple, parce que c'est peut-être la chose la plus facile et accessible, des gens qui voudraient faire un test maison, comment on arrive des données récoltées avec le test à la mesure entre 30 et 70 qui nous intéressait tantôt? Y a-t-il des formules mathématiques des équations adéquates ou ben c'est ça, pas vraiment? Ces équations sont souvent transférées pour un test progressif sur tapis roulant. Donc, la dernière vitesse complétée, le dernier palier complété, tu vas utiliser cette vitesse-là dans tes équations de transfert. Tandis que si tu le fais dehors sur, mettons, une track, tu as juste ta vitesse moyenne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais ça se ressemble. Tu pourrais. Sinon, ce que je propose de faire, c'est juste de prendre cette mesure-là et de l'utiliser comme marqueur de VO2 max, mais avec une VAM dans ce cas-ci. Fait que pour la course à pied, vitesse aérobie maximale, plutôt que de parler de VO2, tu peux faire le transfert entre la PAM et la VAM. Fait que je t'explique ça parce que j'ai dit beaucoup d'acronymes. Fait que la réponse courte à ta question, c'est plutôt difficile de transférer un test terrain à un VO2 max. Ça va toujours être une équation, une approximation. Ça se fait, c'est juste tu as un moins grand niveau de confiance sur la mesure. C'est précis. Exact. Fait que pour pallier à cette imprécision relative-là, ce que tu peux faire, c'est prendre cette donnée-là et l'utiliser comme phare, P-H-A-R-E, comme phare à l'entraînement. Donc, ça va être ton plafond théorique. Et là, de ça, tu vas découler un niveau de performance qui va être comparable à d'autres pour voir comme un peu le 60, 70, 80 de ton VO2 max. Ben, tu vas faire en watts par kilo en vélo. Tu vas pouvoir te comparer d'un cycliste à l'autre. Puis en course à pied, ben, tu vas peut-être pouvoir parler de ta VAM puis la comparer d'une personne à l'autre. Puis ça va être un peu ton transfert de performance. Mais pour la course à pied, c'est plutôt facile de faire ton VO2 max. Je pense que c'est x3.5 ta vitesse puis tu as ton VO2 max. x3.5 de ta vitesse, de ton dernier palier. Fait que mettons, tu as fait 17 km/h. En km/h, OK, c'était le transfert qui me manquait. Ouais. Fait que x 3.5, puis de mémoire, ça, c'est l'équation pour la course à pied comme standard. OK, environ. Fait que là, juste pour bien comprendre, VAM, vitesse aérobie maximale. Exact. Ça, c'est pas la moyenne. Non. Mettons, dans le test de course que j'aurais fait, si je me fais un test, tu sais, tu as parlé d'un test de 1,5 à 3 km. Mettons 1,5 pour les liens de la conversation. Il faut que je prenne la vitesse moyenne de ton 1,5, puis là, ça va agir comme ton VO2 max ou ta vitesse à VO2 max. Puis ça pourrait être considéré comme ma VAM. C'est ça. Vitesse aérobie maximale. C'est ça, exactement. Et la même chose à vélo.
Ouais. Donc, ta puissance maintenue sur 5 minutes, par exemple, ça va être ta PAM, donc puissance aérobie maximale. Puis là, de ça, tu vas en découler des watts par kilo ou un VO2 max avec une équation de transfert. Parfait. Parce que le but étant de générer des paramètres à l'entraînement. Tu n'as pas besoin de savoir le chiffre de VO2 max exact. Dans le fond, si tu as l'équivalent de qu'est-ce que c'est ton 100%, peu importe dans quelle mesure, tu peux découler de là 90, 80, 70%. Exactement. Je comprends. Donc Puis là, aussi, tu sais, finalement, l'intérêt, je m'excuse de le couper, mais c'est aussi de voir si l'entraînement fonctionne et de retester dans un contexte maximal quelques temps après pour voir si le résultat est meilleur. Si le test est amélioré. C'est ça. Donc, vitesse aérobie maximale, si moi j'ai fait mon test de 1,5 km puis que ma vitesse moyenne était 20 km/h, disons, ben, je pourrais dire que ça, c'est mon 100%. On l'estime comme ça. Et là, je peux découler des entraînements à 90% de cette vitesse à 80% pour stratifier un peu l'entraînement. C'est ça. Et on pourrait faire la même chose pour la puissance, puisqu'en vélo, c'est avec des capteurs de puissance que les gens vont comprendre. Majoritairement, exact. Excellent. Et ne pas perdre de vue que tu peux aussi faire plus que 100% de ton VO2 max. Ah ouais? Fait que juste, c'est ça, des fois, on a tendance à penser comme VO2 max égale ah oui, le c'est vrai, t'as raison. maximal parce de que tout, c'est l'effort de 6, 8 minutes. Exactement. 10 minutes. Mais si tu vas pour plus court, tu peux évidemment y aller pour plus fort, right? Ouais. Donc, ne pas perdre de vue que pour entraîner le VO2 max, il y a moyen d'aller à plus que 100% du VO2 max et que tout dépend de la relation puissance-durée dans laquelle tu te places pour ton entraînement. T'sais. À ne pas confondre que le VO2 max n'est pas la fréquence cardiaque maximale exact. atteinte. Tu vas potentiellement atteindre ta fréquence cardiaque maximale lors d'un test de VO2 max, mais pas nécessairement non plus. Ça fait partie des critères de maximalité que je te parlais tantôt. Et aussi, à l'entraînement, tu peux entraîner ton VO2 max avec des entraînements qui sont très difficiles sans atteindre ta fréquence cardiaque maximale nécessairement non plus. C'est relativement proche parce que la nature des intervalles qui vont stimuler le VO2 max sont relativement longs, donc ça donne le temps à ton cœur d'atteindre ces zones de fréquence. Mais lorsque tu travailles à une très courte durée, très haute intensité, le cœur ne peut pas s'adapter assez rapidement et donc ça devient un mauvais indicateur de l'intensité pour des intervalles très courts. Parfait. Rentrons maintenant dans les principes d'entraînement. Ouais. On a comme compris plein de concepts pour être capable de mieux appliquer ceci. Le concept de l'entraînement polarisé, ou en fait, mettons en introduction à ça, la meilleure façon d'organiser l'entraînement. Il y a des gens qui appellent ça entraînement polarisé. Les gens vont comprendre la fameuse zone 1, zone 2. Il y a plein de systèmes de zones. La règle du 80%, 20%. Fait que juste de base, qu'est-ce que c'est l'entraînement polarisé et est-ce qu'on considère en ce moment que c'est probablement la méthode la plus solide pour améliorer le cardio ou améliorer le VO2 max? Je vais pas répondre à cette question-là tout de suite parce que je pense qu'il faut reculer de 2 étapes avant ça. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que tout dépend du résultat final escompté. Basé sur la tâche pour laquelle tu t'entraînes, basé sur ton historique de performance, basé sur tes objectifs en termes de maximalité de ton développement, est-ce que tu vas atteindre ton plafond génétique ou pas, ça va vraiment conditionner le type d'entraînement que tu dois faire. Puis la raison pour laquelle je dis ça, c'est que pour avoir un bon cardio, tu n'es même pas obligé de faire de la haute intensité. Puis tous les concepts que tu as parlé, 80-20, polarisé, les zones, c'est des proxys pour la haute intensité. Mais tu pourrais très bien faire du travail de basse intensité, puis je vais définir c'est quoi dans un instant, et quand même améliorer ton cardio. Et aussi, ne jamais avoir besoin de faire de haute intensité si ton objectif, c'est pas la performance. OK, je comprends. On va utiliser la haute intensité pour stimuler le corps d'une manière que la basse intensité ne peut pas le faire ou pour une optique d'efficacité temporelle. Donc, c'est à temps donné, mettons, 1 heure de haute intensité va être beaucoup plus stimulant pour l'organisme qu'1 heure à basse intensité. Oui, donc il peut y avoir un aspect de rentabilité du temps pour avoir les mêmes bénéfices. Exactement. Ça, c'est toujours l'argument qui est mis de l'avant pour la haute intensité, c'est l'aspect de rentabilité puis l'aspect d'efficacité temporelle, surtout dans un contexte de santé publique, là, où est-ce que la performance moyenne est en déclin là, de la population générale. Donc, de contourner l'obstacle principal qui est le manque de temps avec de la haute intensité, c'est là où est-ce qu'il y a une belle adéquation entre la haute intensité et l'efficacité temporelle. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme un détour à ta question sur, avant même de parler d'intensité, entendons-nous que pour être en santé, pour vivre
vieux avec une belle qualité de vie, tu pourrais juste être actif dans une zone de travail qui va de 1 sur 10 à 4-5 sur 10, puis tu serais sûrement bien correct. Après ça, c'est lorsque tu vas dans les zones 6, 7, 8, 9 sur 10 que là, on parle de haute intensité et que là, les adaptations sont un petit peu différentes et qui viennent stresser l'organisme d'une manière qui est nettement plus marquante. Donc, la question, c'est plutôt de se poser ou de réfléchir quand est-ce qu'il y a pertinence de travailler à haute intensité, exact. Quand est-ce qu'il y a pertinence de travailler à basse intensité. OK. Ouais. Avant de répondre à... Ah oui, vas-y. Je peux te recouper encore? Ben, certainement. On parlait de trail tantôt, puis on disait que le VO2 max, c'est pas si important à cause que la tâche ne demande pas un haut pourcentage de VO2 max, mais c'est un peu le genre de réflexion que je propose pour savoir comment est-ce que tu distribues ton intensité. C'est si tu as une tâche en tête, il faut définir qu'est-ce que la tâche te demande comme performance ou comme niveau d'effort. Ouais. Puis après ça, de juste cadrer l'entraînement là-dessus. Après ça, on peut déroger des exigences de la tâche pour aller chercher des adaptations qui sont autres, on va dire, ou qui vont être complémentaires. Mais si on veut vraiment juste réussir la tâche pour laquelle on s'entraîne, ben on va juste matcher l'intensité de l'entraînement avec l'intensité de la tâche et on pourrait être correct. Je ne dis pas que c'est un entraînement qui est optimal, mais ça pourrait être bien correct. Ouais, mais tu fais bien d'avoir mis la table avec ces points-là, parce que dans le fond, la première question avant même de se demander comment on fait pour améliorer quelque chose, c'est se demander qu'est-ce qu'on veut améliorer, donc dans quel objectif. Ouais. Donc, ce ne sera pas la même réponse si quelqu'un dit « je veux faire d'activité physique cardiovasculaire juste pour améliorer ma santé », exactement, versus « j'ai vraiment une cible d'améliorer un sport spécifique ». Puis là, encore même, dans cette tâche-là de sport, c'est quel sport, quels sont les prérequis. Exactement. Donc, je pense que là où il faudrait commencer, c'est juste de définir qu'est-ce qu'on entend par basse intensité, haute intensité. Ouais. Là-dedans, rentre-nous les notions de seuil, qu'est-ce qu'on entend, puis les systèmes de zone, puis peut-être qu'on peut s'entendre avec lequel système de zone c'est préférable de travailler pour la discussion d'aujourd'hui, parce qu'il y a plein de systèmes de zone qui existent. Systèmes de zone. Je vais t'en présenter seulement 2 systèmes de zone. Je trouve que c'est les 2 les plus défendables, on va dire. Ouais. Parce qu'après ça, il y a une culture du sport, puis des fois, il y a un peu splitté un cheveu en 4. Là. Ouais, c'est ça. Donc, pourquoi on parle de zone? On parle de zone parce que ça permet de mentaliser les effets de l'entraînement et d'expliquer les changements. Il y a classiquement 2 délimitants, 2 seuils de travail sur lesquels s'organisent au minimum 3 zones. Tu es en bas du premier seuil, tu es entre le premier et le deuxième, puis tu es au-delà du deuxième. Ça, c'est tes 3 grandes seuils, tes 3 grandes zones, pardon. Ça, c'est le premier des 2 systèmes que je te parle, le système à 3 zones. Fait que seuil 1, c'est le moment où est-ce que... Puis là, je veux que quand je parle de zone, les gens imaginent ce qu'on a parlé tantôt avec le test progressif maximal. Donc, on part à une intensité qui est faible, qu'on peut maintenir relativement longtemps, puis d'une manière inexorable, on augmente l'intensité jusqu'à temps qu'on atteigne l'épuisement. Ça, c'est comment que le ressenti va être lorsqu'on passe de la gauche à la droite du graphique de très facile à très difficile, parce qu'en chemin vers le très facile au très difficile, on va rencontrer le premier seuil, puis on va rencontrer le deuxième seuil. C'est le parcours qu'on va passer à travers pour rencontrer ce que tu vas définir. Exactement. Et le VO2 max se situe passé le deuxième seuil, mais ce n'est pas la fin. Tu peux continuer à te déplacer vers la droite, vers le plus d'intensité possible et le moins soutenable dans le temps. Fait que là, on est, pour mentaliser ça, dans vos oreilles présentement, on fait un petit graphique. Donc, on est complètement à gauche, faible intensité, et si on se déplace vers la droite, on crée comme un grand triangle qui va en augmentant vers la haute intensité avec une grande aire sous la courbe de ton triangle. On est clair? Ouais. OK. Fait que là, on est au repos, toi puis moi. Puis là, on est assis, fait qu'on fait pas grand-chose. Fait que là, on commence à marcher, on commence à jogger, puis là, éventuellement, on atteint notre premier seuil. Qu'est-ce que c'est? Le premier seuil, c'est le moment où est-ce que le lactate commence à s'accumuler dans le sang parce que les capacités de tamponnage et de régulation de cette molécule-là est dépassée. Donc, notre production excède notre capacité à la gérer, on va dire. Donc, ça augmente au-delà de la valeur de repos. C'est ça, exactement. Parce qu'on génère, toi et moi, du lactate présentement, puis lorsque l'intensité augmente, cette valeur-là reste stable temporairement. Voire même, va redescendre un petit peu avant d'augmenter pour ne plus jamais redescendre parce que là, l'intensité va en augmentant. Et là, est-ce qu'il faut comprendre c'est quoi le lactate? Ben, j'y venais un peu. C'est bon, t'es là. Fait que la raison pour laquelle ça nous importe le lactate, c'est que c'est en lien avec des perturbations biochimiques qui vont limiter la puissance de travail éventuellement. Et selon le niveau d'effort que tu
auquel tu opères, ta durée d'épuisement va varier. Lorsque tu es au premier seuil, tu en as pour un bout. Tu en as pour 3, 4 heures de travail avant d'être épuisé. Ça, c'est à condition de ne pas manger de glucides. Si tu manges des glucides, tu peux poursuivre ça peut-être encore plus longtemps. Donc, quelqu'un qui est à l'intensité du premier seuil, techniquement, avec une bonne nutrition, hydratation, t'en as pour un bout. Tu es capable de durer longtemps. Exact. C'est pas infini, mais c'est très long. Ouais. Fait que ça, généralement, on parle de 3 à 5 sur 10 de perception d'effort. Exact. Puis la raison pour laquelle on se soucie du lactate, c'est que ça va venir expliquer et perturber certains systèmes qui vont mener à l'épuisement ou juste à la fatigue. Mm-hmm. Puis je vais te dire pourquoi c'est important tantôt, mais je ne veux pas confondre personne. Fait que là, en ce moment, on continue à se déplacer vers la droite. On passe le premier seuil et on se dirige vers le deuxième seuil. Le deuxième seuil, c'est un peu le moment où est-ce que tu pousses ton système aérobie dans ses retranchements, pas ces derniers, là, mais tu commences à travailler très fort. Tu, non seulement vas continuer à accumuler du lactate, mais il va s'accumuler d'une manière disproportionnelle et exponentielle. Et la raison pour laquelle ce moment-là nous importe aussi, c'est qu'on vient vraiment stresser le système anaérobie. Le système qui est payé à crédit, tantôt qu'on parlait. Donc, plus on se déplace vers la droite, plus on vient impliquer notre système à crédit et plus le taux d'utilisation de nos crédits est rapide par unité de temps ou par minute, par exemple. Et là, éventuellement, si on continue à se déplacer vers la droite, on atteint le VO2 max, qui est techniquement la fin de notre système aérobie, parce que passé cette intensité-là, on ne peut pas fournir plus d'énergie avec l'oxygène. On ne fait que mettre plus de crédit dans l'équation de l'énergie. Maintenant, pourquoi on parle de tout ça? C'est que quand on distribue l'intensité de travail du système aérobie ou de même juste de l'activité physique dans la semaine, dans le mois ou dans l'année, ça explique certains des changements et ça conditionne aussi la fatigue générée par les entraînements. Si on reste sous le premier seuil, c'est considéré comme du travail de basse ou de moyenne intensité et c'est donc très peu fatigant pour l'organisme. Et ça, c'est dans notre système à 3 zones, la zone 1. C'est ça, exactement. Merci beaucoup. Peut-être définir la zone à 5 tout de suite avant de faire le reste. Tu peux nous dire c'est quelle zone qui est séparée? C'est ça. Fait que les zones... Les seuils, continuent à séparer des zones, mais d'une manière un peu différente. Fait que dans un système à 5 zones, qui est pas mal le plus populaire, le plus classique, tu as zone 1 qui est 50% de ton VO2 max et moins, zone de récupération, où est-ce que l'intensité n'est pas assez grande pour stimuler quelconque adaptation si tu as un niveau de performance adéquat. Quelqu'un de complètement désentraîné, s'il travaille à 50% du VO2 max, va peut-être faire quelques gains, mais pour un athlète ou pour quelqu'un d'entraîné, ça ne sera pas suffisant. Fait que zone 1, récupération. Zone 2, zone de travail de basse, moyenne intensité avant le premier seuil. Le classique catchphrase actuel, zone 2, low endurance, forever training. Il y a plein d'étiquettes là-dessus. Fait que ça, c'est l'entraînement de base, le 80% du 80-20 que tu parlais tantôt qu'on va définir dans un instant. Et on va parler tantôt de pourquoi elle a cette importance, cette zone 2. Exact. Après ça, on arrive au premier seuil. Mm-hmm. Zone 3, c'est le chemin entre le premier et le deuxième seuil. Puis après ça, zone 4, c'est à peu près du deuxième seuil au 85-90% de ton VO2 max. Après ça, ta zone 5, c'est passer ça, donc mettons 90% de ton VO2 max et plus. Puis il y a des gens qui subdivisent 6 et 7, passer ça, mais pour les biens du système aérobie seulement, on pourrait arrêter là, mais c'est typique aussi d'avoir des zones additionnelles pour ce qui est de l'entraînement neuromusculaire ou sprint ou de très très haute intensité qui va au-delà du VO2 max. Ouais. Mais généralement, quand on parle de zone 2, qui est comme la classique, c'est en bas du premier seuil. Donc, je le résume pour te laisser l'opportunité de boire de l'eau. Je pars à 0, j'augmente tranquillement, je suis en zone 1, je passe en zone 2, j'atteins mon premier seuil. Zone 1 et 2 dans le système à 3 zones, c'est juste regroupé ensemble pour être une seule zone. Après le premier seuil, et le premier seuil, c'est ce qu'on appelle le seuil aérobie. Et après le deuxième seuil, on a la zone 3 qui se rend jusqu'au deuxième seuil, qu'on a appelé notre seuil anaérobie. Et là, en haut dépassé de ce deuxième seuil-là, qui est un travail de haute intensité, on a séparé les plus grands efforts en zone 4 et 5. Exact. Excellent. Est-ce qu'on a assez défini le lactate et son rôle là-dedans? Y a-t-il des... Mais on pourrait aller nettement plus loin. Je pense qu'il faut juste définir
comment c'est mesuré, puis pourquoi on en parle autant présentement du lactate, puis de la zone 2 et tout. Puis je pense que c'est parce qu'on peut mieux le mesurer sur le terrain d'une manière peu coûteuse et d'une manière relativement fiable que ça a pris autant d'ampleur dernièrement. On peut l'utiliser comme validation à l'entraînement. On peut le faire en test. Là. Mettons, quand on fait notre test progressif maximal, on prend le lactate à chaque palier pour tracer cette courbe de lactate-là afin de déterminer nos 2 seuils. Mais on peut aussi l'utiliser sur le terrain pour jauger quelle est l'intensité de travail actuelle, puis est-ce que ça cadre avec la prescription d'entraînement voulue. Ça, c'est vraiment plus pour les athlètes. Là. Monsieur, madame, tout le monde ne va pas faire ça. Parce que c'est très mesuré. Là. Le lactate, c'est comme un des indicateurs les plus utilisés pour mesurer. C'est-tu le meilleur indicateur ou comparateur de fatigue dans l'exercice? Je dirais pas c'est quoi le meilleur terme? Ben c'est parce que quand on parle de fatigue, c'est multifactoriel, c'est évidemment. Trop général comme c'est terme. Trop général. C'est un proxy sur l'intensité de travail, le lactate, mais il y a aussi une composante de cinétique du lactate. Puis il y a une accumulation qui se fait, puis il y a quand même une certaine forme de maintien de la concentration, même si tu réduis vraiment l'intensité du travail. Passer un certain seuil. C'est ça. Fait que ça s'accumule, puis ça va seulement se clairer, là, je m'excuse. Se dégrader, être recyclé. Avec le temps, tu sais, puis vraiment plusieurs heures, tu sais. Fait que la meilleure mesure de travail au sein d'une activité même, que ce soit la perception d'effort, qui va englober plusieurs sous-systèmes, ou sinon la consommation d'oxygène, mais là, il faut encore la mesurer. Dans un contexte d'entraînement stable ou progressif, le lactate peut être intéressant, mais lorsqu'il y a des grandes fluctuations de l'intensité d'une manière un peu randomisée ou un peu stochastique, ça commence à être un peu plus tricky parce que la cinétique du lactate ne suit pas autant la puissance de travail ou la consommation d'oxygène. À un moment donné, il y a comme un petit décalage qui s'opère. Tu sais. Est-ce qu'à ce moment-là, ce serait juste de dire que l'accumulation du lactate, c'est notre meilleure mesure objective d'un facteur limitant la capacité à maintenir l'effort dans le temps? Dans le sens, c'est-tu notre facteur limitant finalement à maintenir l'intensité, est-ce que c'est lorsqu'on accumule une concentration de lactate sans rien? Ben, dans ma tête, on n'allait pas aller là. Lorsqu'on parlait de lactate, non, mais ça me fait plaisir. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut donc en comprendre un petit peu plus sur le lactate pour savoir pourquoi on en parle autant. T'sais. Le lactate est une signature du système anaérobie. Si on est dans un contexte purement aérobie, le lactate ne va pas s'accumuler. Ou du moins, il va s'accumuler d'une manière là, similaire à celle du repos. Peux-tu juste nuancer anaérobie versus aérobie, juste pour être sûr que tout le monde... Bien sûr. Dès que tu passes ton premier seuil, tu commences à avoir une contribution anaérobie. Donc, tu commences à payer à crédit, tu commences à utiliser tes ressources de glucides dans ton corps. Et lorsque l'intensité continue à augmenter, ben la contribution anaérobique ne fait qu'augmenter. Je comprends. Voilà. Donc, puisqu'on mesure le lactate puis que le critère de signalisation, on va dire, ou d'apparition ou d'accumulation, c'est un meilleur terme, et c'est passé le premier seuil, ça fait qu'il y a d'autres mécanismes qui se produisent à ce moment-là. T'sais. Et ces mécanismes-là, c'est que le lactate, il va être utilisé dans un contexte de glycolyse, donc lorsque tu utilises ton sucre comme source de travail, et il va pas s'accumuler si tu es en bas d'une certaine puissance de travail. Si tu es au-delà de cette puissance de travail-là, il va commencer à avoir une sortie du lactate vers d'autres composantes de la cellule et éventuellement vers la circulation sanguine. Mais ça vient avec d'autres éléments perturbateurs. Ça vient avec des ions H+, donc qui vont venir créer une acidification du milieu. Retour en secondaire 4 là, pour la science physique et le pH, là, mais lorsqu'il y a une grande concentration d'ions H+, le pH diminue, il s'acidifie. Et là, le corps doit gérer ces perturbations-là. Il doit gérer la perturbation mécanique de la tâche. Il doit gérer la perturbation biochimique de l'accumulation des ions H+, et du lactate par le fait même. Mais le lactate en soi ne crée pas de fatigue, ne crée pas de courbature. Il est juste un peu victime des autres processus physiologiques qui, eux, vont créer de la fatigue. Et donc, la raison pour laquelle on mesure le lactate, c'est juste parce que c'est lui qu'on peut capter dans la circulation sanguine. C'est l'élément qu'on peut mesurer. Mais si on était capable de mesurer les H+, avec une plus grande facilité, ben ça changerait complètement la conversation et on parlerait moins de lactate, mais plus de H+, par exemple. Et on arrêterait de démoniser le lactate parce qu'il n'y a rien de méchant.
on peut utiliser le lactate comme source d'énergie. Ouais, il peut être réutilisé Exactement. pour fournir en fait, de l'énergie en aussi. tout temps, il est réutilisé. C'est juste que parfois, il s'accumule parce que le rythme de production excède le rythme de recyclage. Ouais. Mais il n'a rien de négatif à proprement parler. Fait la raison pour laquelle on en parle autant, c'est qu'on peut le mesurer et qu'il est associé à d'autres perturbations biochimiques. Parfait. Voilà. Et je pense que c'est un très bon moment juste pour faire un point sur un terme qui est encore utilisé, mais je pense avec une mauvaise compréhension du phénomène. Tu sais où je m'en vais, c'est l'acide lactique. Fait que les fameuses phrases « j'avais les jambes pleines ». C'est toujours les jambes. J'avais les jambes pleines d'acide lactique. Ouais. En une minute, veux-tu juste recadrer qu'est-ce qui est quoi là-dedans? Ouais. Parce que c'est juste une déformation du vocabulaire, une mauvaise compréhension des phénomènes. C'est sans rentrer dans les grandes composantes de chimie des solutions, là, mais l'acide lactique est effectivement produit dans le corps, ça apparaît dans le milieu et il est rapidement séparé en deux composantes, les ions H+, et le lactate. Le lactate, c'est un sel, et les ions H+, viennent perturber le pH de l'endroit et le lactate peut être à la fois recyclé dans la cellule comme source d'énergie ou aller dans la circulation sanguine pour être accepté ailleurs que dans le muscle actif. Et les ions H+ acidifient le milieu et créent une sensation de brûlure. Alors, ce qu'on a pensé pendant un temps, c'était que l'acide lactique créait la douleur ou la brûlure dans les jambes, ou même créait les courbatures, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est en partie pour ça que, je sais pas dans le temps si vous avez suivi le hockey beaucoup, là, mais il y avait les entrevues avec les joueurs post-match, puis les joueurs étaient sur les vélos pour comme flusher l'acide lactique, tu sais. Quelle incompréhension de la physiologie, tu sais. Mais ça, c'était juste de la culture sportive, donc pour aider la récupération du lendemain, on venait faire du vélo, mais ça n'a rien à voir. Le lactate va être recyclé dans l'organisme facilement dès une baisse de l'intensité. C'est vrai que si tu es actif, il va se recycler plus rapidement, mais sur la durée de temps qui était d'intérêt pour les joueurs de hockey, 2-3 jours, ça n'a pas du tout d'impact. C'est quelques minutes de différence. Donc, quelqu'un qui est en train de faire un grand effort, qui sent les jambes de plus en plus lourdes qui brûlent, ce serait quoi une meilleure phrase pour expliquer le phénomène physiologique? Si tu veux être vraiment nerd, tu vas dire genre, ma capacité de travail dépasse que mon système aérobie peut fournir. Mais au fond, c'est juste les ions H+, qui s'accumulent, puis il y a une certaine acidose locale. Mais même ça, c'est plus compliqué que juste dire comme je suis en légère acidose musculaire. C'est un ensemble de facteurs qui viennent créer ces sensations-là. Parfait. Mais on parle pas d'acide lactique. Non, c'est bon. OK, je comprends. Là où je m'en allais, c'est de regarder les bénéfices de travailler dans chaque zone. Est-ce qu'on a assez bien mis la table pour définir notre fameux graphique en triangle avec nos seuils pour aller vers là? Faisons comme 3 grandes familles de couleurs. Vert, jaune, rouge. Ouais, j'aime ça. Vert en bas du premier seuil, jaune entre le premier puis le deuxième, rouge passé le deuxième. Excellent. Il y a plus de granularité que ça, mais pour les biens de notre conversation, on pourrait s'y tenir là. Puis on va considérer aussi que le vert, c'est à une intensité de travail suffisamment grande pour stimuler quoi que ce soit. On n'est pas à 22 de ton VO2 C'est ça, on a dit qu'il y avait un minimum on va dire 50, qu'il faut commencer à travailler pour avoir un bénéfice. C'est ça. Fait que ça, on va dire que la zone verte commence là, puis après ça, jaune, vert. Parfait. Vert, jaune, rouge, excuse-moi. Donc, zone verte, zone 1 ou 2. Oui. C'est quoi les bénéfices? Qu'est-ce que ça nous amène quand on travaille dans cette zone-là? Ouais. Avant de répondre à cette question-là, je veux mentionner qu'il y a des adaptations qui sont similaires tout le long du spectre. Vert, jaune, rouge, tu vas stimuler ultimement les 2 grands mêmes leviers physiologiques qui vont créer une cascade de signalement qui va venir créer des changements dans ton corps. Fait que ça, étant dit, que ça va être vrai à n'importe quelle intensité, il y a une certaine granularité de chacune des zones vertes, jaune, rouge d'intérêt pour la cause. Fait que dans le vert, tu vas avoir une stimulation qui est beaucoup plus centrale. Donc, tu vas pratiquer ton corps à amener du sang à la région, à gérer la perturbation qui vient avec le lactate puis les H+, mais en très, très faible intensité et en très faible accumulation. Donc, tu vas surtout travailler ta résistance à la fatigue. C'est énormément de contractions musculaires parce que c'est souvent des tâches de plus basse intensité, de plus longue durée, à cause de la relation puissance-durée que je t'expliquais tantôt. Donc, tu vas venir travailler potentiellement aussi ta stratégie de nutrition parce que
ta diffusion sanguine, ou en tout cas comment ton corps répartit ton flot sanguin, il est un petit peu moins stressé, donc il peut amener plus de sang à l'estomac pour te pratiquer à gérer ta vidange gastrique, là, puis amener des nutriments à ton organisme. C'est à peu près ça que je pense. Parfait. Pour la basse intensité. Tu sais, des fois, les gens ont l'impression que chaque entraînement doit être vraiment essoufflant. Ou ça vient comme si je sens pas que j'ai travaillé très fort ou que je suis pas raqué après, c'est que mon entraînement n'a pas été efficace. Alors que la mécompréhension, c'est de mieux comprendre le rôle de chacune des zones, sachant que tu viens de bien nous dire d'entrée de jeu qu'il y a certains bénéfices qui sont présents dans chacune des zones. Tu as un certain regroupement commun, mais que chacune des zones va amener certains bénéfices. Fait que c'est quoi l'intérêt de faire cette zone verte-là en dehors en plus des améliorations que tu viens de mentionner? Pourquoi on doit en accumuler du temps? Puis peut-être là, c'est un bon moment pour introduire le 80-20 ou la proportionnalité entre les différentes zones. OK, allons-y. Le temps passé en basse intensité devrait contenir... Excuse-moi, je recommence. Tes entraînements de basse intensité devraient être la majorité de ton travail aérobie de ta semaine, de ton mois, de ton année. Et on peut soit parler de temps ou de type de séance. Fait que, mettons qu'on y va en temps, on souhaite avoir, pratiquement parlant, si on parle d'entraînement polarisé, 80% du temps en zone verte, sous le premier seuil, et 20% du temps du reste de l'année, du premier seuil à maximum. Donc, jaune et rouge. Puis mauve, mettons, si on va passer le rouge. Fait que donc, l'entraînement polarisé a été... J'ai envie de reculer d'une phrase juste avant, tu sais. Tout dépend de ton objectif, encore une fois. Puis, ce qu'on va dire là, c'est beaucoup plus teinté par l'entraînement athlétique de performance. Fait quelqu'un qui voudrait améliorer sa performance dans les sports d'endurance, exactement. C'est peut-être plus eux que le 80-20 mérite. Exact. C'est comme si, dans ma compréhension, puis à être exposé dans la littérature, c'est comme si l'impératif de bien gérer ta distribution d'intensité est proportionnel à ton volume d'entraînement total de ta semaine, de ton mois puis de ton année. Plus tu t'entraînes en termes d'heures, plus tu dois être vigilant sur la manière que tu le distribues à cause d'à la fois la fatigue que tu vas générer avec chacun des entraînements, mais aussi avec l'interaction de toutes les séances que tu dois accumuler pour avoir un haut volume. À l'inverse, si tu t'entraînes pas beaucoup, mettons, on va dire pas beaucoup, genre 3 fois par semaine, 30 à 45 minutes, tu peux à peu près faire n'importe quoi, puis comme c'est pas grave. Dans le sens que tu as assez de temps pour récupérer entre les séances, puis même s'il y a un petit peu d'interaction entre les adaptations, ben tu cherches pas à maximiser tous les outils de ton coffre, tu vas être en bonne santé générale, puis ça va être suffisant. Fait que tu sais, là, plus on parle de distribution, plus on vient couper le cheveu en quatre de la distribution du travail, plus on s'adresse à des gens confirmés et qui soumettre leur organisme à un haut volume de travail. Fait que je voulais faire cette nuance-là parce que des fois, on surcomplexifie la chose alors que c'est pas nécessaire. Puis on oublie d'identifier à qui ça s'adresse. Exactement. Puis dans le fond, de ce que je comprends aussi en lien avec ce que tu dis, c'est que les gens qui veulent faire de la performance, un des meilleurs prédicteurs dans la performance en sport d'endurance, c'est capable d'accumuler du volume. Exactement. Pour accumuler du volume, ça vient avec une certaine fatigue. Et si on était tout le temps en zone jaune, rouge, mauve, le fameux équilibre entre la charge de travail et la récupération serait débalancé. Exactement. Et là, l'entraînement ne permettrait pas les adaptations. Ou ne permettrait pas d'aller à ces hauts volumes-là parce qu'on ne serait pas capable de soutenir la puissance de travail parce qu'on serait trop fatigué. Donc, ça deviendrait faire un choix. C'est ça, puis ça deviendrait contre-productif. Exactement. Donc, le travail en zone verte permet de cumuler le volume et soutient un peu la possibilité de faire ce travail à plus haute intensité. Exactement. Puis la raison pour laquelle, puis j'aime le mot soutenir, parce que c'est tout à fait ça, tu vas créer des adaptations principalement mitochondriales et principalement sur tes fibres de type 1, puis je vais définir ça dans une seconde, les deux termes, là, mais tu vas avoir des adaptations mitochondriales qui vont jouer sur la quantité d'organelles, de structures biologiques qui utilisent l'oxygène pour la performance. Puis lorsque tu vas augmenter l'intensité, ben tu vas stresser le rythme de fonctionnement de ces organelles-là. Donc, la basse intensité, comme te permet de multiplier la quantité d'usine à énergie, la mitochondrie, et la haute intensité va stresser le rythme de travail de cette usine-là, et ça va aussi gérer, apprendre au corps à gérer la haute intensité dans
l'ampleur des perturbations, le rythme de travail de ces perturbations-là et aussi l'accumulation de la signature de la haute intensité. Fait que la basse intensité permet de développer le nombre de tes usines et la taille de tes usines, et la haute intensité va te permettre de travailler sur l'efficacité de tes usines, d'une manière très, très, très simpliste. Tu me demandais pourquoi le 80-20? Ben, tu l'as déjà bien mentionné sur... C'est ce qui te permet d'atteindre le plus haut volume de travail possible en préparant ton corps à soutenir le stress de la haute intensité, et c'est ce qui te permet d'obtenir les plus hauts volumes chroniques parce que c'est un des grands facteurs d'explication de la performance en endurance à long terme. Tu parlais en début d'épisode sur la cinétique de l'amélioration avec l'entraînement. Ça te prend comme 10-15 ans peut-être de temps de travail d'aérobie avec une convergence avec ta maturation biologique pour atteindre ton pic de performance. Ben, c'est un peu ça qu'on veut dire quand on parle de base endurance, le travail d'aérobie de base, là, qui est un peu comme un mot qui est employé par les entraîneurs, par les gens du domaine, comme il faut que tu fasses ta base avant de faire le top de ta pyramide. Puis quand on parle de base, c'est il faut que tu développes suffisamment de mitochondries, il faut que tes fibres, qui sont plus endurantes, moins fortes, plus adaptées à l'entraînement cardio. Il faut qu'ils soient très endurantes pour soutenir la tâche de haute intensité, mais aussi pour préparer le corps à juste subir une grande quantité de travail à basse intensité, parce que ça va être ça, le pain puis le beurre pour la prochaine décennie, mettons. C'est une grande réponse de basse intensité. Ouais. Puis après ça, on peut aller un petit peu plus en détail sur la haute intensité. Ouais. Quand les gens se posent la question... T'sais, mettons les gens qui veulent améliorer leur temps sur marathon ou leur vitesse en général, ils veulent être capables de courir plus vite. Comment tu leur expliques, en lien avec ces concepts-là, que de courir moins vite en zone verte sera le bloc fondateur pour être capable de faire la suite? Ça fait briser le cerveau. Parce que c'est contre-intuitif. Je sais, c'est la chose qui est comme... parenthèse, je suis relativement athée dans la vie, là, mais expliquer aux gens que courir lentement va te faire courir plus vite, c'est le plus proche que tu peux te rapprocher de croire en Dieu de l'entraînement. C'est comme il y a plein d'explications que tu peux faire sur 80-20, les mitochondries, les fibres 1, la nutrition, mais à un certain point, il faut juste que tu le fasses pour comprendre que c'est vrai. Tu sais. C'est quoi la façon simple de l'expliquer, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça soutient la haute intensité. C'est... En lien avec les principes qu'on a discutés. Exactement. C'est ton bloc qui te permet d'ajouter le reste. Exactement. Pour toutes les raisons, quand on s'attarde à la cascade de changements qui viennent de la basse intensité, tu comprends pourquoi ça crée les structures nécessaires qui vont, elles, être stressées par la haute intensité pour soutenir la performance, mais ça recoupe aussi des points que tu as si bien amenés par rapport à l'équilibre entre la récupération et le stress d'entraînement. Ouais, donc ce serait pas soutenable. Ben c'est ça, c'est que si tu essayais toujours de courir à la meilleure vitesse moyenne possible, tu t'améliorerais à court terme pendant quelques jours, quelques semaines. Probablement que tu vas te blesser à un certain point si tu ne fais qu'essayer que courir vite tout le temps. Donc, surtout à la course à pied, il y a une notion de stress mécanique qui est moins présente dans d'autres sports, mais qui doit être prise en compte. Mais au-delà du stress mécanique, il y a aussi l'aspect de principe d'entraînement haute qui est l'ondulation au sein de la semaine. Donc, on veut avoir des journées faciles, on veut avoir des journées difficiles, on ne veut pas soumettre le corps à une monotonie de stresseurs. Si on ne fait que courir 45 minutes à 6,5 sur 10 le plus vite qu'on peut pour 45 minutes, il va avoir une redondance dans le signal. On va seulement travailler dans une certaine zone de travail, de 1. De 2, ça va être la même perturbation en termes d'unité arbitraire pour le corps. Et donc, ça, on sait que c'est moins efficace pour créer des changements à la fois aigus et chroniques que des ondulations, des journées très dures, soit à cause de l'intensité ou à cause du volume. Des journées beaucoup plus faciles, soit à cause qu'on fait pas d'entraînement cardio pantoute, qu'on fait un petit peu de muscu, ou on fait de l'entraînement croisé. Il y a cette fluctuation-là aussi qui doit être faite pour obtenir des changements à long terme d'une manière là, très longitudinale. 1 an, 5 ans, 10 ans. Pour toutes ces réponses. Mais c'est vraiment dur à expliquer. Ben, je pense qu'on a fait une bonne job. Je sais, mais comme tu sais, c'est pas très vendeur. Dans le sens, il n'y a pas de genre.
il n'y a pas comme une ligne qui convient. Il faut comme que tu fasses comme une grande explication des systèmes physiologiques, comment que le corps fonctionne avec le stress, la signature de chacune des ondes. C'est long à expliquer comme processus. Puis de juste dire la basse intensité soutient la haute intensité, on dirait que c'est un peu vide. C'est un peu comme... Faut vraiment que tu crois en ton entraîneur pour faire ce que... Je te crois. Sinon, il y a un très bon argument qui s'utilise dans la population générale, c'est les Norvégiens le font. Oui, effectivement. Et les meilleurs au monde le font. Donc, possiblement que ces gens-là sont entourés des personnes scientifiques adéquates. Effectivement. Avant de parler des bénéfices de la haute intensité, c'est pas tout le monde qui va faire son test de VO2 max. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à faire des mesures précises. Une façon générale, pour monsieur, madame, tout le monde, de savoir qu'ils sont en zone verte. Y a-t-il des façons intuitives de le savoir? Il y en a qui sont relativement précises. Il y en a comme 2,5. OK. Je vais te dire c'est quoi la demi. Fait que 1, c'est la perception d'effort. Classiquement, le premier seuil arrive à peu près entre 4 et 5 sur 10. Fait que si tu tiens à 2 à 4 sur 10, t'es à peu près safe d'être sous ton premier seuil. Le deuxième critère, c'est le test de la parole. Est-ce que tu es capable de soutenir une conversation? Évidemment que tu vas être légèrement essoufflé, puis que tu vas peut-être falloir que tu brises certaines de tes phrases, mais tu n'auras pas besoin de juste répondre par syllabe, puis tu peux quand même être organisé dans tes pensées, puis tu pourrais être sur un appel conférence si ton essoufflement n'était pas un frein à ton professionnalisme. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu peux dire n'est pas assez affecté pour que tu sois incompréhensible puis que tu fasses comme Alexis, il va falloir que tu reviennes sur l'appel plus tard. Ouais, c'est ça. Comme tu peux contribuer à une conversation. Ça marche. Fait que tu préfères ça au téléphone, ça marcherait. Puis la demi, c'est l'essoufflement. Donc, de se dire, je suis essoufflé en ce moment ou pas, ça a été montré que c'est pas tout aussi fiable que les deux autres critères que je t'ai expliqués, mais si tu te connais assez bien, vient un moment où est-ce que tu sens qu'il y a comme un petit point de clivage entre je suis pas tant essoufflé, puis là, je le suis un petit peu plus, puis ça, souvent, c'est à peu près le point de overlap, là, où est-ce que tu as comme un pied de chaque bord du seuil. Là, Donc, mettons, de façon générale, les gens pourraient se poser la question suivante. Le niveau de difficulté que je perçois de l'effort, on est probablement dans le léger à moyen. Exact. Ben, tu sais, l'échelle de Borg, là, si les gens veulent la regarder, celle modifiée de 1 à 10, 4, c'est hard ou somewhat hard. Fait que c'est déjà quand même un peu difficile. Mais on n'est plus dans le terme du facile déjà à 4. Là, c'est pas genre, je peux faire ça toute la journée. Non, il y a une composante de difficulté. Puis 2, je pense que c'est easy de mémoire, le chiffre associé. Fait que 2, c'est easy. 3, c'est moderate. 4, c'est somewhat hard. Un peu difficile. 5, c'est hard. Fait qu'à 5, on est déjà à difficile sur l'échelle de Borg. Fait que c'est pour ça qu'il faut respecter l'échelle de 1 à 10. J'invite les gens à aller la voir, l'échelle, parce vraiment. qu'elle est très facile à utiliser. Puis c'est une échelle de 0 à 10. On est habitué de travailler avec des échelles de 0 à 10. Puis prenez celle qui n'a pas de couleur, pas de bonhomme sourire, pas juste de petit gars essoufflé, juste le chiffre puis le mot. That's it. Parfait. Ouais. Puis Borg, B-O-R-G. Oui, merci. Puis 1 à 10 et non pas 16 à 1 à... Parfait. 6 à 20, je pense. Excellent. Donc là, on a mis la table pour que les gens comprennent ce qui soutient notre haute intensité. Donc, parlons des bénéfices de travailler dans nos autres zones. Fait qu'on parle de zone jaune, rouge et mauve. Exactement. La zone préférée. Exact. Fait que... juste parenthèse sur le mauve, c'est aussi très paradoxal de se dire que tu vas faire, par exemple, des sprints là, all out. Là, mettons que tu es sur vélo ou tu vas monter une côte en course à pied pour 30 secondes. Tu vides le réservoir complètement. Tu prends 4 minutes et demie de repos, puis tu fais ça 5-6 fois. Ça veut dire que tu vas accumuler, mettons, 2 minutes et demie à 3 minutes de travail, puis ça va augmenter ton VO2 max. C'est comme contre-intuitif. Ça aussi, il faut y croire. C'est un bon point. Fait que donc, c'est peut-être un des arguments que tu peux donner aux gens sur pourquoi courir lentement, ça va te faire courir vite, c'est que chaque zone de travail est pertinente d'une certaine manière pour ta performance sportive. T'sais. Fait que la basse intensité, c'est la haute intensité, puis la très, 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 très haute intensité, qui est nettement au-delà de celle de ta compétition, va quand même nourrir ta performance, parce que ta performance est quelque part au milieu entre le spectre du très facile à très difficile. Fait qu'il y a comme une convergence d'adaptation. Effectivement, c'est un bon point. Fait que c'est quoi les bénéfices qu'on a au niveau du système à travailler dans ces hautes intensités-là? Tout est un gradient en fonction de l'intensité. Il y a une proportionnalité de l'intensité et des adaptations. Mais je vais te faire chacun des grandes familles, mettons. D'un point de vue neuromusculaire, d'un point de vue de tes muscles, tu vas
stresser de plus en plus tes grandes unités motrices, tes fibres de type 2, qui, elles, sont plus grosses, te permettent de générer plus de puissance, plus de travail, mais qui ont une fatigabilité beaucoup plus grande. Donc, elles se fatiguent plus vite que les fibres de type 1, qui sont, elles, plus adaptées au sport d'endurance. Mais elles soutiennent quand même la tâche. Elles soutiennent à la fois des épreuves très ponctuelles, genre un sprint ou un virage en natation ou un kick pour la ligne en course à pied, par exemple, ou mettons une petite butte viaduc. Là, tu sais. Donc ça, il va y avoir comme un appel de ces fibres-là pour des tâches qui sont plus difficiles. Mais aussi, lorsque tes fibres 2 se fatiguent, ben, les fibres 1 doivent continuer le travail. Fait que c'est pour ça que c'est important de travailler les 2 types de fibres. Puis c'est pour ça qu'il faut travailler sur un grand spectre d'intensité. Sinon, ça peut mener à des crampes musculaires. Ouais. Par exemple. On en parlait tantôt. On en parlait hors d'onde. Donc, neuromusculaire, travaille les fibres de type 2. Plus l'effort est grand, plus l'intensité est grande, plus tu vas les recruter et plus elles aussi vont avoir une adaptation aérobie. Ensuite, tu as l'aspect de tout ce qui est la perturbation biochimique de l'entraînement. Tu sais, on a parlé des ions H+, du lactate. Ben, plus tu vas dans des hautes zones de travail, plus tu forces ta mitochondrie, ton usine à énergie, à utiliser l'oxygène à un haut rythme et à payer crédit en partie pour ton travail. Et donc, ça va avoir une signature biochimique que le corps va devoir gérer. Et ça aussi, ça va créer une certaine famille d'adaptation, principalement sur le rythme de travail de tes mitochondries. Puis après ça, il y a d'autres raisons par rapport à la biomécanique de ton geste, surtout en course à pied où est-ce que c'est pas toujours la même chose qu'en vélo. Ouais. En vélo, c'est toujours la même chose, mais en course à pied, tu as des amplitudes qui sont plus grandes, tu as des forces de réaction au sol qui sont plus grandes, donc tu dois préparer aussi tes tissus à tolérer cette haute intensité-là. Fait que tout ça, c'est comme un spectre d'adaptation de la moyenne à la très, très haute intensité. Et donc, au final, quand tu parlais que la haute intensité va entraîner le système à tolérer le milieu qui devient plus perturbé. Dans le fond, il y a comme une perturbation que tu appelles biochimique, quelque chose qui est normalement difficile pour le corps. Exact. Et donc, tu entraînes le système à mieux gérer cette amplitude, cette intensité-là. Exactement. Ces perturbations-là. C'est ça. Puis si tu vas très loin dans l'effort, tu t'éloignes des adaptations centrales qu'on parlait tantôt, de la basse intensité centrale, poumon, cœur, puis tu te déplaces à des aspects qui sont plus locaux, circulation sanguine, milieu musculaire et ce qu'on appelle dans la grande famille de la périphérie. Fait que donc, tu viens jouer sur... Tu sais, chaque entraînement a une composante périphérique puis une composante centrale, mais lorsque tu te déplaces dans ton spectre d'intensité, tu vas juste venir jouer sur la proportionnalité de chacun de ces 2 grands systèmes-là. Et ça a été montré qu'il y a une compatibilité entre la perturbation périphérique et la perturbation centrale pour soutenir une tâche aérobie. Donc, à tout moment dans l'entraînement, tu travailles toujours les 2 types d'adaptations, mais le balancier, quand tu es en basse intensité, va être plus du côté des adaptations centrales versus plus tu t'en vas vers la haute intensité, plus il y a une grande proportion des adaptations périphériques qui vont être demandées. Exact. Parfait. Y a-tu l'équivalent pour les gens? Ben, j'imagine l'échelle de Borg est une autre bonne échelle pour savoir où on est. Fait que, tu sais, si on continue dans notre échelle, on a dit qu'on allait jusqu'à 4 pour la zone verte. À peu près. Puis, veux-tu nous amener jusqu'au bout du graphique? C'est ça. Fait que, mettons, à 4, on est au premier seuil. Il y a peut-être, selon t'es qui, là, il y a un petit flou dans mon expérience de coach pour ce qui est du 5, 6, 7. Là. C'est pas tout le monde qui le place au même endroit, mais selon l'échelle de Borg, 5, c'est difficile. 6, c'est rien. Puis 7, c'est... Je pense que c'est très difficile déjà. Fait que 7, c'est à peu près ton 2e seuil. Environ. Grosso modo, là, 7, 8, là, ça dépend. Puis après ça, c'est un peu très, très rapproché d'un point de vue RPE, même si le spectre de puissance est immense passé le 8. T'sais, de 8 à 10, si 10, mettons, c'est ta puissance maximale instantanée, soit en vélo ou ta vitesse maximale de déplacement en sprint, en course à pied, tu as un grand, grand jeu de vitesse entre ton 8 sur 10 puis ton 10 sur 10, mais comme tu peux pas y passer beaucoup de temps, c'est là qu'il y a une petite granularité. Fait que, mettons, d'un point de vue aérobie, lors d'un test maximal progressif, ton VO2 max, c'est 10 sur 10, mais à l'entraînement, tu peux aller nettement plus loin que ton VO2 max. Fait que c'est là que ça devient un peu tricky à mettre un score. C'est pour ça qu'on l'utilise un petit peu plus dans des
on va pas parler de la séance, on va parler de l'intensité de travail d'un certain intervalle. Fait que si par exemple tu fais des 30-30, mettons là, en vélo ou en course à pied, qui est un entraînement super classique, mais tu vas définir l'intensité cible de ton 30 comme mettons 8 ou 9 sur 10, puis ça va donner un certain pourcentage de ton VO2 max ou de ta capacité de travail en watts ou en vitesse en kilomètres/heure par rapport à ta vente. J'essaie de faire les liens avec ce qu'on a parlé. Mais tu vas aussi donner une intensité de travail pour ta récupération, par exemple 1 ou 2 sur 10 pour que ta séance soit peut-être un 6 sur 10 en moyenne, mais ça ne sera pas nécessairement ton intervalle d'effort qui va être 6 sur 10. Et là, je ressens le besoin de faire un autre lien sur le 80-20. On a parlé de, c'est 80% de ton temps passé à basse intensité, 20% de ton temps passé de l'intensité moyenne à très élevée, là, de jaune à mauve. Mais comment tu distribues ça dans ta semaine, comment tu distribues ça dans ton année, c'est quand même assez important, tu sais. Techniquement, si tu voulais contrevenir à certains principes d'entraînement, tu pourrais faire chacune de tes séances une séance de 80-20. Tu aurais toujours 20% de ton travail de basse intensité, 80%, mais tu aurais une séance stimulante à chaque jour, à jamais, ce qui n'est pas adapté avec la science de l'entraînement quand je parlais d'ondulation, l'importance des jours de congé, tu sais, bon. Fait que ce qu'on veut avoir, c'est en moyenne 2 à 4 peut-être séances stimulantes par semaine, puis ça revient au point que je parlais tantôt, plus tu t'entraînes beaucoup, plus tu peux tolérer 4 séances de haute intensité. Si tu fais 2 à 4 heures d'entraînement par semaine, peut-être que 2 séances d'intensité, c'est suffisant pour avoir une stimulation différente que ta basse intensité. Fait que comment tu joues avec ton intensité de travail au sein d'une séance, au sein d'une semaine, au sein d'un mois, puis d'une année, c'est ce qui renvoie à des concepts de périodisation. Je ne sais pas si vous voulez aller là, mais il y a vraiment, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de formule magique. Si on parlait de l'exercice numéro 1 ou le stretch numéro 1, ça n'existe pas. Il faut juste que tu y ailles en fonction de tes paramètres physiologiques, de la tâche pour laquelle tu t'entraînes et plein d'autres facteurs là, de considération. Ouais, puis j'imagine il y a aussi l'enjeu de préférence des gens là-dedans. Puis, tu sais, parce que ça m'a fait rire quand tu as parlé du quelqu'un pourrait faire le 80-20 toutes les fois. Le 20% est demandant. Tu sais, il y a la fatigue du système nerveux aussi. De travailler à haute intensité, c'est un peu comme quand on avait fait l'épisode sur la musculation. Tu sais, travailler la force maximale, c'est très demandant pour le système nerveux. Fait que il y a cette pertinence d'avoir l'ondulation dans les entraînements parce que tu as des journées qui sont, entre guillemets, faciles. Et là, ça te permet peut-être d'arriver mieux préparé mentalement à te dire, là, aujourd'hui, c'est ma séance de la semaine ou mes 2 séances de la semaine un peu plus difficiles. Parce que, et là, pour continuer à faire des liens, parce que lorsque tu travailles à haute intensité, tu stimules tes fibres plus grosses de type 2 qui sont plus fatigables et qui demandent plus de temps de récupération d'un entraînement à l'autre. Donc, tu veux laisser à ton corps la chance de bien atteindre les cibles de l'entraînement lors de l'intensité et de lui donner la chance de se reposer afin de revenir aussi fort ou meilleur la prochaine fois. T'sais. Donc, il y a un délai entre les séances, idéalement. Parfait. Je pense qu'il me reste 2 dernières questions. Parfait. La première que je veux savoir, est-ce qu'on a besoin de s'entraîner dans la zone qui correspond à notre zone de l'événement? Je suis tellement content que tu demandes ça. En course à pied, le fameux pace marathon. Est-ce qu'il faut entraîner ça? Parce que le pace marathon, techniquement, il n'est pas à notre seuil. Il n'est pas dans la zone 4-5 qu'on a. Ben, il serait là-dedans, mais il n'est pas dans nos 20% de très intense, puis il n'est pas dans notre 80% léger. Je suis en désaccord avec la fin de ta phrase. C'est toi l'expert. En fait, corrige-moi, s'il vous plaît. Par définition, dès que tu es en haut de ton premier seuil, tu es dans ton 20%. Fait que ton pace de marathon va tomber dans cette famille-là. Parfait. Il est peut-être juste pas passé ton 2e seuil nécessairement ou ton VO2 max. OK, parfait. Je pense que c'est là que tu voulais aller. Là. Oui, exactement. Fait que donc, OK. Fait que la question, c'est faut-il entraîner le pace marathon ou le pace de course? Ouais, exact. Il y a comme différentes mentalités par rapport à ça. Oui. Je vais être vraiment plate puis je vais dire ça dépend. Mais ça dépend du pace en tant que tel. Plus ton événement est court, plus ton événement est intense et plus tu dois passer de temps à cette intensité-là. Plus tu as un événement qui est long et avec une intensité moyenne, donc qui se rapproche là, du 5 sur 10, on va dire, moins tu devrais y être souvent. Puis là, je te donne à la fois ce que les élites font puis pourquoi la science soutient ça.
mettons les marathoniens, puisqu'on en parle, ne passent que très peu de temps dans l'année au complet à pace marathon, à part en course. Puis il y a des raisons culturelles, donc culture du sport, pourquoi c'est le cas, puis aussi des raisons physiologiques. Fait que d'abord, une autre raison pour laquelle on se soucie autant du premier seuil puis du lactate, c'est qu'il y a une signature de fatigue disproportionnée si t'es en zone verte ou en zone jaune. D'être, mettons, à, je sais pas là, premier seuil moins 5%, puis premier seuil plus 10%, il n'y a pas une très grande différence de puissance de travail, puis de perturbations biochimiques, puis de stress mécanique, mais pour ton organisme, la signature sur le système nerveux est disproportionnée. Donc, tu as, pour des gains semi-similaires, tu as une fatigue disproportionnée du fait d'être en zone jaune, et tu as aussi une ampleur de stimulation relativement similaire. Fait que ça te coûte plus cher pour peu de rentabilité. Ouais. À cause de l'intensité dite moyenne. Ensuite, tu as un aspect... donc ça, c'était le lien entre les experts, mettons les élites, puis la raison physiologique. Passer le premier seuil, tu as une signature de fatigue du système nerveux qui est plus grande. Puis là, la raison pour laquelle je disais que plus ton événement est intense, plus tu dois y passer de temps, c'est que tu vas donc ainsi plus respecter la haute intensité, plus ton entraînement et ton événement est intense. Tu vas être contraint d'avoir des périodes de récupération parce que l'intensité était grande de toute manière et tu ne peux pas t'entraîner à cette intensité-là jamais. Donc, ça va un peu forcer la polarisation de ton entraînement ou un faible volume total. Pense à un sprinteur de 100 mètres ou sur piste ou même j'allais dire en natation, mais non, c'est pas vrai. Ils font des volumes incroyables en natation. Ouais. Mauvais exemple. Mais mettons, course et vélo, ils vont faire un effort et prendre de 5 à 20 minutes de pause. Fait ils vont faire beaucoup, beaucoup de haute intensité. En fait, c'est à peu près la seule intensité qu'ils vont faire, peut-être avec un petit peu de travail de base pour passer à travers les séances puis les compétitions, mais le gros de l'entraînement est fait à très haute intensité, mais est contrebalancé par une immense période de récupération. Les gens qui travaillent à intensité moyenne ou haute, là, mettons de 5 à 7, 8 sur 10, ont des périodes de repos qui sont plus petites lors de leurs entraînements dans ces intensités-là, et donc tu peux cumuler plus de temps à ces intensités moyennes-là. La raison pour laquelle je t'explique tout ça, c'est que il faut à la fois que tu couvres un grand spectre, idéalement, pour avoir toutes tes adaptations, mais aussi, c'est que si tu ne fais que te tenir à ton intensité de travail, tu perds la diversité des adaptations qu'on a parlé tantôt. Fait que c'est un peu myope de penser que de juste travailler ton pace d'événement va t'amener la meilleure performance possible. Tu vas t'améliorer. Chaque zone est importante. C'est juste que si tu négliges certaines zones, tu n'auras pas un développement optimal de tes capacités aérobie ou même, je veux dire, de locomotion en général. Ouais. Donc, ce ne serait pas obligatoire, même on pourrait s'en passer. On pourrait ne jamais y aller si on allait de chaque côté. Ouais. Mais il y a du monde qui pourrait dire que eux, par souci de spécificité, feeling mental, de dire que j'ai besoin d'avoir mon feeling de fouler à ce pace-là pour être confiant, ça pourrait s'intégrer, mais c'est pas ça qui devrait prendre la majeure partie. Puis là, je veux rajouter les nuances qu'il n'y a rien de mal à aucune zone. Il n'y a pas de zone magique. Il n'y a pas une recette qui va fonctionner. C'est vraiment juste... As-tu cumulé suffisamment de minutes dans ton année pour soutenir ta performance visée? As-tu soutenu une assez grande quantité de minutes à haute intensité distribuées dans le spectre complet des adaptations pour aller toucher à la fois tes forces et tes faiblesses? Et est-ce qu'ensuite ça a été périodisé d'une manière pour t'amener au jour J à un état de forme optimal avec une fatigue limitée et une distribution au niveau des adaptations? C'est parfait comme ça. Ma dernière question, en fait, je vais te résumer quelque chose que je pense avoir... En fait, pas les variations, les nuances que j'aurais compris à travers l'épisode, puis tu me confirmes si j'ai bien résumé. Et certains diront, je pourrais juste écouter cette minute-là. Fait que, mais ils sont pas capables d'expliquer pourquoi. Exactement. Si je suis sédentaire, je fais pas d'activité physique. Tout ce que je commence à faire, peu importe quelle intensité, on va avoir des bénéfices. Ça, déjà, on est là. On est d'accord. Ce serait la même chose si je commence à faire de la musculation. Dès que je commence à lever des poids, peu importe quel poids, combien de fois,
par rapport à ne pas lever des poids, on va avoir des bénéfices. Si c'est perçu comme un stresseur, tu vas t'améliorer. Exactement. Je suis quelqu'un qui fait un peu d'activité physique occasionnelle, rien d'intense. Par exemple, je suis plus comme un marcheur actif. J'ai tendance à avoir un métier qui n'est pas sédentaire, fait que je suis beaucoup en action, mais je ne fais pas nécessairement de l'entraînement un peu plus élevé. Il y a des bénéfices à accumuler des séances à une plus grande intensité parce qu'on va être capable d'aller chercher des adaptations un peu plus hautes sur le spectre. Ça va, à date? Yes. Excellent. Maintenant, si je suis déjà quelqu'un qui fait du cardio de façon régulière, je suis peut-être à 2 fois semaine, 3 fois semaine, 4 fois semaine, et j'ai tendance à faire à peu près tout le temps la même chose, ça peut être bon. Pour avoir encore plus de bénéfices, ben là, on pourrait vouloir architecturer l'entraînement un peu différemment. Par exemple, si quelqu'un a 4 séances de course dans sa semaine, ben, il pourrait vouloir dire j'en fais 3 habituelles, basse intensité, puis il y en a une que je me donne un petit challenge à faire des accélérations. Ça pourrait même pas être précisément compter la vitesse. Ça peut être juste de dire je m'essouffle plus, puis celle-là est différente des autres. Et là, plus on s'en va vers les gens qui sont des sportifs accomplis, qui ont déjà des sports d'endurance, ils ont déjà un volume intéressant, ils s'entraînent peut-être à peu près chaque jour ou presque, mais là, plus ces gens-là ont un objectif d'améliorer leur performance sportive, donc améliorer leur capacité cardio, plus ils vont avoir des bénéfices à aller un peu plus vers le précis dans les concepts qu'on a discutés. Donc, le 80-20, comprendre les différentes zones, puis d'essayer d'architecturer l'entraînement pour avoir 80% de notre travail dans cette zone plus basse intensité et d'avoir du travail à très haute intensité en utilisant différents concepts qu'on a utilisés, soit l'échelle de Borg, soit d'avoir des tests maison de VO2 max pour être capable de guider leur entraînement. La seule chose que je modifierais dans ce que tu as dit 80% de basse intensité, 20% de très haute intensité. Ouais. Je ferais juste dire d'intensité moyenne. Oui, moyenne, c'est ça. Voilà. 80%, c'est zone verte. Ouais. Puis le 20%, c'est tout le reste. Exactement. Fait qu'on n'est pas obligé d'être très haut et le bas. Exact. Excellent. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça pas mal. C'est pas pire. Ouais. On a quand même fait un excellent travail de décortication. Je ne sais pas si c'est un terme. On a bien décortiqué les termes. As-tu des messages clés que tu aimerais que les gens retiennent? C'est déjà très bien ce que tu as fait. Je pense qu'il faut toujours revenir à l'objectif. Si l'objectif, c'est de la santé, ne complexifie pas les choses. Tout est bon. Plus tu te diriges vers la performance, plus il faut que ça soit délibéré, sans nécessairement être compliqué. Je pense qu'un point éditorial plutôt que je ferais, c'est que en ce qui concerne le 20% du jaune à mauve, là, je trouve qu'il y a une plus grande complexification, je vais dire. On dirait que les gens qui sont dans le domaine et les gens qui sont dans le domaine public de l'entraînement ressentent le besoin de avoir l'air expert ou de complexifier les choses pour garder un certain mysticisme ou genre comme il semble avoir une recette spéciale ou les maudits norvégiens, tu sais. C'est faux de penser que il y a une recette gagnante. Lorsque tu pousses la note de l'individualisation et de la haute performance, tout le monde devient un peu un N de 1 et encore plus vrai si tu travailles avec des athlètes para, qui est mon cas. Je pense que ça amène une certaine pas de nuance, là, mais une certaine... Je cherche le bon mot, là, mais ça dédramatise la recherche de la formule secrète, je pense. C'est que... En fait, il y a une hyper intellectualisation de la chose, puis ça permet de réduire l'hyper-intellectualisation. Exact. Puis donc, puisque c'est juste 20% de ton entraînement qu'on dissèque en débile, on perd un peu de vue le 80%, qui est un peu la base, qui revient à la pyramide qu'on parlait tantôt. Puis là où je veux en venir, c'est que on n'est pas obligé d'être à la recherche de la formule secrète. On a simplement besoin d'avoir une structure d'entraînement qui permet de répondre à la question « Est-ce que je suis en train de m'améliorer? » Et pour ça, ça prend 2-3 choses seulement. Un entraînement constant, de qualité, délibéré et des tests de progression pour mesurer si les changements qu'on pense qu'on est en train de faire fonctionnent. Donc, ça prend une appréciation de tes capacités maximales avec le VO2 max et tes capacités d'endurance avec des tâches plus longues pour aller chercher les 2 grands pans de la performance d'endurance. Puis après ça, tu fais tes boucles de feedback entre les dernières semaines, les derniers mois d'entraînement. Tu testes, tu te poses la question, est-ce que ça fonctionne, oui ou non, et tu testes une autre hypothèse. C'est appliquer la méthode scientifique à l'entraînement, tout simplement, et de ne pas perdre de vue
la base de la pyramide. Ouais, voilà. Exact. C'est un bon point pour conclure. Puis, tu sais, on fait l'épisode en ayant intellectualisé des concepts parce que le but du podcast, c'est de faire comprendre des choses aux gens, les gens qui sont curieux, sachant que ça peut être très simple. Puis, tu sais, je rappelle aux gens, je donne souvent un exemple. Courtney DeWalter, qui est la meilleure ultramarathonienne au monde. En fait, je pourrais dire tout sexe confondu en ce moment parce que sur très longue distance, il n'y a à peu près aucun homme qui est capable de la coter. Elle n'a pas de coach, elle n'a pas de plan d'entraînement, elle a surtout beaucoup de plaisir à faire ce qu'elle fait. Elle y va beaucoup intuitivement. Elle sait qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle sait qu'elle doit faire de la basse intensité, de la haute intensité. Puis, tu sais, moi, personnellement, je me considère comme quelqu'un qui se prend au sérieux dans le sport, mais très intuitif. Fait que j'y vais beaucoup au feeling. Je sais qu'il faut que je sais que la majorité de ce que je fais, c'est de la zone 1 et 2, ce qui est ma zone préférée. Là. J'adore cette zone-là, le pace du bonheur. Et je sais que je dois faire des trucs à intensité très élevée, que j'adore faire, surtout en groupe. Je coach dans un club de ski de fond, puis c'est entre autres là qu'on fait le travail solide en équipe. Ça a bien l'allure. Puis, tu sais, plus j'approche d'une course, plus je vais essayer de penser à qu'est-ce qui pourrait être un enjeu spécifique à la course, qu'est-ce qui pourrait être une difficulté, puis d'essayer de travailler ça. Mais, tu sais, en général, quand tu te poses les questions pourquoi tu fais un sport, l'idéal, c'est tu as du fun à le faire, c'est bon pour la santé, puis tu le fais parce que c'est important. Ça, c'est probablement les motivations les plus saines sur le long terme. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué quand c'est ça. Exact. C'est ça. Puis pour finir, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Puis je pense que c'est d'être clair sur les principes de base, ça te permet de désintellectualiser le tout. Ça, mais absolument. Il faut quand même que tu aies eu ces ressources-là, sinon tu ne fais que chasser des idées préconçues ou des idées reçues sans trop savoir pourquoi tu fais les choses. Fait que il y a comme un gros entonnoir qui se crée, tu vas intellectualiser, cumuler beaucoup de sciences, puis ça va finir avec des principes fondateurs qui tiennent sur 10 doigts peut-être. Oui, effectivement. Puis allons rouler avec ça au quotidien pour avoir les bénéfices santé et physique de l'entraînement. Excellent. Avant que le soleil se couche dans ma face, c'est comme limite d'avoir le soleil. Moi, je voyais les gens peuvent en savoir plus en écoutant ton propre podcast, La Quête. Excellent balado avec plusieurs épisodes qui décrit différents concepts de physiologie de l'exercice et de l'entraînement. Vous parlez de musculation, vous parlez d'entraînement cardio. Fait que puis vous l'avez bien séparé en différents sujets versus nous, on a fait un potluck tout ensemble. Fait que j'invite les gens à aller trouver ça. Vous êtes sur Instagram aussi, La Quête Podcast. Exactement. Puis sinon en balado sur toutes les plateformes habituelles, Spotify et compagnie. Exact. As-tu autre chose à plugger, mentionner? Je vais faire une plug personnelle si les gens sont à la recherche de coaching en sport d'endurance. C'est aussi un service que j'offre. Comment les gens peuvent te rejoindre? La meilleure façon? Ils peuvent m'écrire via Instagram. Me trouver François Raymond sur Instagram, soit via La Quête, soit via ma plateforme personnelle, je vais appeler ça de même. Je suis pas Joe Rogan. Mais anyway, fait que juste entrer en contact avec moi puis on va discuter si les objectifs sont alignés, mais c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Puis ça me permet aussi de continuer à faire le pont entre la pratique et la théorie. Fait que, j'adore. D'avoir un pied sur le plancher des vaches. Toujours. Super. Merci François. Merci Alexis. Puis au plaisir de se parler. Merci. Ciao.